Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout et de Rien spécial Japon édition numéro 5. C'est incroyable, c'est la 5e fois qu'on parle du Japon dans l'émission de Tout et de Rien. Et on a ramené un petit peu les habituels. Nous avons aujourd'hui Clément, Franck et Nicolas qui vont venir vous parler de différents aspects de l'archipel nippon. Comment est-ce que vous allez, messieurs, en ce 26/01/2025, soit donc un mois avant la publication de cet épisode? Ça va? Oui, ça va très bien, ouais. Super. Ouais, et ça fait toujours plaisir de revenir pour cet habituel. Toujours un plaisir. Ouais. Bah oui, spécial Japon. c'est un peu un rendez-vous annuel de vous avoir à chaque fois. Mais pour que mon ce deuxième, spécial Japon. Japon. Attends, je crois que c'est que mon deuxième aussi en fait. Mais c'est Mon pas premier, grave, je crois, c'est une non fois sur deux. Non, c'est ton deuxième. T'étais là pour l'année dernière, Franck. J'ai déjà oublié de ce dont on parlait, de ce dont on s'est parlé T'avais l'année parlé de dernière. l'invasion. T'avais parlé de l'invasion de la Chine l'année dernière. Donc oui, c'est la deuxième fois pour chacun C'est d'entre vrai. vous, et moi c'est la 5e, et pour les auditeurs surtout, car l'important c'est l'émerveillement client. C'est le 5e épisode. C'est merveillement Oui, client, merveilleux. Oui, quoi. oui, oui, j'écoute Là, dans les le- cours de management toxique qu'on me donne au Wow. boulot. Le libéral de tout et de rien. Super. On se situe un peu plus au centre dans cette saison. Faut savoir vivre avec son temps. Pour avoir des Attention, subventions. capitaine, nous allons prendre un virage serré à droite. Un peu plus à droite. Le Un peu parasol plus. de tourne plus. On a vu la même chose. C'est bien le père d'Orion. Enfin bref, du coup, puisqu'on a pris un virage à droite, ce que je vous propose, c'est qu'on retourne finalement à ce qui fait un petit peu l'essentiel, le travail de la terre, la nature, les ours, tout ça. Du coup, je vais laisser la parole à Clément. Oh, cette transition. Et nul, et c'est pas grave. Nul. Parce que t'as placé ours au milieu. Oui, je trouvais ça rigolo de le mettre au milieu comme ça. Voilà, parce qu'en effet, on va parler des ours, et pas de n'importe quel ours, puisqu'on va parler de l'ours japonais. Alors, déjà, en fait, juste pour savoir, est-ce que ça vous étonne qu'il y ait des ours au Japon, ou pour vous, c'était acquis? Honnêtement, c'était pas acquis à 100%, mais je suis pas choqué. Ouais, Ouais. pas choqué, ouais, c'est une... Pas une trop Ah, opération. étonné genre, quand même. genre. L'ours, je sais pas, mais en plus il y a plein d'espèces qui doivent être proches, pas communes, mais proches avec les autres espèces de Mandchourie, de Corée, tout ça, puisque tu me diras si je me trompe, mais c'est la même plaque. Ouais, bah oui, bah ça Ça paraît pas idiot de les retrouver, quoi. Alors je vais pas parler de l'aspect phylogénétique ou systémique de l'ours. On va pas refaire toute la paléontologie de l'ours ici. Ah mince. Mais ce serait très très long. Mais du coup, on va parler de l'ours japonais, donc de son nom latin Ursus tibetanus japonicus. On l'appelle aussi l'ours noir du Japon. Ok. Et c'est une sous-espèce de l'ours noir d'Asie. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas une Tibetanus. sous-espèce de l'ours tibetanus du coup? Si, parce que alors pour l'anecdote, pour nos auditeurs et auditrices, quand il y a 3 noms dans un nom latin, c'est que c'est une sous-espèce. Donc Ursus le genre, Tibetanus l'espèce, Japonicus la sous-espèce. Alors attention, l'ours noir d'Asie n'est pas un ours noir d'Amérique. Ça n'a rien à voir. Oui. Ils sont 2 espèces différentes, puisque l'ours noir d'Amérique en latin c'est Ursus americanus. Et ce n'est pas non plus la même espèce qu'un autre ours que je vais évoquer juste après, puisque l'ours noir d'Asie, on l'appelle aussi l'ours du Tibet, c'est aussi son autre nom. Et il ne faut pas le confondre avec l'ours bleu du Tibet, qui lui merde. n'est pas un ours noir, ni un ours bleu d'ailleurs, mais c'est un ours brun. Ursus arctos pruinosus, donc une sous-espèce d'ours brun. Ok. Donc, on va résumer. L'ours noir japonais est une sous-espèce de l'ours noir d'Asie qui n'est pas un ours bleu du Tibet ni un ours noir d'Amérique. Vous avez compris. On est sur un mélange de couleurs. C'est l'arc-en-ciel. C'est la joie des noms donnés par les êtres humains. On s'y perd un petit peu. Alors, on retrouve l'ours japonais sur 2 îles de l'archipel, l'île de Honshu, donc c'est l'île principale, c'est la grande île du Japon, et l'île Shikoku, qui se situe au sud-ouest, on va dire, de l'île de Honshu. Pour l'anecdote, Shikoku, c'est de là que viennent une des 3 grandes races connues du Japon de chiens, avec le Shiba Inu, le Shikoku Inu et le Akita Inu. Wow. Ok. Ouais, incroyable. Ici, on parle de chiens aussi. Ça fait une redite. Oui, parce que la vous avez première déjà fait une chronique sur les chiens au Japon. sur les chiens au Gentil Japon. Comme quoi, beaucoup. tout est Allez lié. la voir. Tout est lié, ouais. Alors, pour ce qui est de son gabarit général, à cet ours noir japonais, on est Ouais. sur un ours de globalement petit gabarit. C'est un poids qui va aller maximum à 100-120 kg selon les individus. Ok. On est sur une longueur de corps
donc de la tête à la queue, qui va rarement dépasser les 1,20 m, donc c'est assez petit finalement. Surtout si on le compare au Kodiak, au gros grizzly d'Amérique du Nord, bien sûr. Alors, comme son nom l'indique, il a un pelage de couleur facile. Noir. Noir. J'allais dire bleu. Incroyable. Ah non, Voilà, ça c'est justement. l'ours bleu du Tibet. Non, ça c'est l'ours brun qui est un ours bleu en fait. Oui, Après, je pense qu'il y a besoin de refaire l'intro là, parce que franchement, qui suit c'est pas. simple, Nico. Il y a un ours brun. Il y a un ours brun du Tibet qui s'appelle l'ours bleu, et il y a un ours noir du Tibet qui est différent de l'ours noir d'Amérique, qui se trouve être au Japon une sous-espèce de l'ours brun de l'ours noir du Tibet. Voilà. Yes. Un peu- Et il y a aussi l'ours à c'est- lunettes, je crois, qui vit dans les environs, mais ça c'est autre chose, il me semble. Ça, Voilà, c'est un peu parfait. plus au sud en Inde. Les téléspectateurs sont bien largués. C'était mon Bien objectif. largué, là. C'est parti. Sachant que l'ours noir du Japon, il a une tache blanche sur le torse aussi. Il y a beaucoup d'ours qui ont ça Ok. d'ailleurs. Alors ces ours sont généralement herbivores. Voilà, ils vont manger des baies, des noix, des graminées, parfois carnivores. Donc s'il y a besoin de manger de la viande, du bétail aussi, il y a des recensements d'attaques de bétail. Et bien sûr, comme beaucoup d'ours, on a du cannibalisme. Voilà, donc ouais. ça arrive. Hein. On retrouve ça chez les ours et sûrement chez d'autres espèces animales aussi. Et là, Pour spécifier, potentiellement, on parle quand tu parles de cannibalisme, tu parles de manger ses congénères ou tu parles Ouais. d'anthropophagie, c'est-à-dire de manger un humain. Non, il mange des. Non, de manger congénères. ses C'est congénères. congénères. Voilà, ok. Il a l'air D'ailleurs, tellement mignon avec sa petite tache blanche là. Marc toujours sur les en train de Toujours sur regarder les en même photos, temps. là. Bon, il y en a un là, et sur une photo il bave, il a l'air moins mignon, on a l'impression qu'il va te manger, mais Mais pourquoi non, il est pas. herbivore, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Marc. Me voilà rassuré. Ne t'inquiète pas. Alors, l'ours japonais, c'est un pilier de l'écosystème de l'archipel, en réalité, parce qu'il fait partie de ces animaux qui permettent une dispersion des graines des arbres, puisqu'il mange beaucoup de graminées, beaucoup de baies et autres plantes. Donc, en fait, il va disséminer les graines de... Alors, il le fait pas volontairement, mais en gros, un peu comme les abeilles, par exemple, hein, qui aussi aident à faire vivre la vie végétale d'une zone, l'ours noir japonais le fait aussi. Et maintenant, on a vu un petit peu son côté physique et son intérêt pour l'écosystème. On va parler de sa relation avec nous, les humains. Alors avant de parler de sa relation avec l'être humain actuel, donc on va dire au 20e, 21e siècle, on va parler des Aïnous, je pense que vous connaissez. C'est les autochtones du Japon. Ah, ok, d'accord. Oui, Aïnous, A-I-N-O-U. Ok. Donc, D'ailleurs, ouais. autochtone sur tout l'archipel du Japon ou seulement sur une partie, puisque je crois il reste des Aïnous. Ouais, il dans en le reste des nord Aïnous, sur, j'allais y venir. Ouais. Ah, d'accord, ok. J'allais y venir parce que alors on va pas parler des Aïnous en détail. Je pense que ce sera l'objet peut-être d'une prochaine chronique pour 2026 au Japon. Allez, spécial Japon 6, allez. Allez, En c'est plus, ça tombe noté. bien, je vais faire une parenthèse sur les Aïnous aussi dans ma chronique. Oh, Putain, c'est mais fou. tout est lié ce soir, c'est C'est fou. lié, c'est C'est incroyable. vraiment, on est connectés, mais à fond. Donc les Aïnous, alors j'ai pas trouvé la date exacte de quand est-ce qu'ils sont arrivés sur l'archipel, mais bon, sûrement milliers, voire dizaines de milliers d'années. Hein. Ils sont arrivés de la Russie. Enfin, en tout cas, de l'actuelle Russie orientale. Et maintenant, il va occuper seulement des petits territoires au nord du Japon et aussi en Russie. Alors, quand je dis la Russie, il faut vraiment s'imaginer les pointes des deux péninsules qui pointent vers le Japon, en fait. Donc, c'est vraiment minime. Et au niveau des estimations, on est sur environ 200 000 Aïnous maximum dans le monde et seulement 1000 en Russie. Donc ils sont principalement au Japon. Et même 200 000 encore, c'est les fourchettes hautes parce que j'ai vu 25 000 Aïnous au Japon. Donc on est sur un facteur 10. On n'est pas sûr de combien il en reste. Alors j'ai vite fait parler des études génétiques sur les Aïnous, même si on ne va pas rentrer plus en détail que ça parce que c'est assez complexe. Il y a des études génétiques qui ont été réalisées sur ces populations qui nous montrent une proximité avec le Tibet et certaines îles dans l'océan Indien, notamment les îles Andaman. Ça se prononce Andaman ou Andaman. C'est un petit îlot qui est situé dans la baie du Bengale. Et pour vite fait dire des gros mots en génétique, l'aplogroupe D, dont sont issus les Aïnous, est apparu en Afrique de l'Est il y a 50 000 ans. Et donc, on suppose que ces peuplades d'Afrique de l'Est d'il y a 50 000 ans ont migré tout le long des côtes de l'océan Indien pour aller s'installer sur des îles de l'océan Indien et aller jusqu'en Sibérie, en Indonésie et au Tibet, et donc le Japon pour les Aïnous. Alors, ces Aïnous, forcément, ils ont des rites religieux, ils ont une religion, et on va parler un petit peu de ça. Ils sont animistes, de ce qu'on en sait, et cette religion possède de nombreux kamui, K-A-M-U-Y, je ne sais pas comment ça se prononce, kamui, qui sont en fait des esprits puissants.
Et comme vous en doutez, pour faire un lien avec le début de cette chronique, l'ours en est un, Oh. et c'est même le plus important. Oh. Donc on est vraiment sur un peuple qui vénère l'ours de manière assez forte, puisque ils en sont jusqu'à en faire des cérémonies religieuses en l'honneur de l'ours. Ok. Et ce sont des cérémonies religieuses qui, comme souvent, impliquent un sacrifice. Donc Ok. on va parler un petit peu du sacrifice de l'ours lors des cérémonies religieuses Aïnou. Ça va faire plaisir à Pastouros. Hein. Oui, je crois d'ailleurs qu'il l'évoque dans son livre. Je l'ai à côté de moi d'ailleurs. Ok. Alors, là, je vais un petit peu détailler. Alors, je vais lire, je vais carrément lire ce que j'ai trouvé, parce que je n'ai pas paraphrasé le rituel en lui-même. Donc, désolé pour ceux qui nous écoutent et qui ne voudraient pas entendre le détail d'un rituel sacrificiel d'un ours chez les Aïnous. T'inquiète, ils ont l'habitude avec l'anthropophagie et tout. Voilà. On mettra un timer. Alors, ce rituel, déjà, il s'appelle l'iomante. Alors, je vous l'épelle, parce que je ne sais pas vraiment si ça se prononce comme ça. I-O-M-A-N-T-E. Et c'est le rituel du renvoi. En fait, ils veulent renvoyer l'esprit de l'ours dans sa demeure céleste via un sacrifice. Chez les Aïnous, il y a quasiment tout autour d'eux possède un esprit. Donc, ils ont beaucoup de Kamui. Avec le rituel de l'ours, ils veulent renvoyer l'esprit dans son monde, en fait, dans son plan. Et pour ce faire, alors ils vont pas aller juste récupérer un ours adulte et le tuer le jour même, c'est un très long processus, puisque quand même ils vénèrent cet animal. Donc en fait, l'ours, il va être, entre guillemets, kidnappé, l'ourson, par une tribu par exemple, et il va être élevé par la femme du maître du rituel, de son plus jeune âge jusqu'au moment où il va devoir être sacrifié. Donc en fait, il est biberonné un petit peu, il est vraiment gardé pendant des années, très certainement, et élevé comme un animal de compagnie presque, sauf qu'il va finir en sacrifice rituel. Et lorsqu'il est temps pour le rituel sacrificiel, donc les hommes créent des bâtons de prière pour l'autel, des flèches cérémonielles qui vont servir à tuer l'animal, de l'alcool, parce que forcément il faut boire, et des cadeaux, parce que le principe c'est de renvoyer l'esprit dans son monde avec des cadeaux humains. Après, je ne suis pas allé voir dans le détail du pourquoi, mais quelque chose à creuser pour une prochaine chronique. Alors, la partie principale du rituel, donc le sacrifice, est effectué le lendemain de la préparation. Dans un espace rituel près de l'autel extérieur, des prières sont adressées aux divers Kamui, puis l'ours est sorti de sa cage avec une corde autour du cou. On danse, on chante autour de l'ours, on lui donne de la nourriture et on lui fait une prière. Ensuite, les hommes tirent des flèches décorées au préalable, et c'est le maître du rituel qui va tirer la flèche fatale, tandis que les femmes pleurent auprès de l'ours. L'ours est étranglé avec des bâtons, puis emmené à l'autel, où les gens offrent des cadeaux à l'ours mort et prient à nouveau l'esprit. L'ours est démembré et la tête ramenée à l'intérieur, puis il y a un festin avec la chair de l'ours bouillie, donc ils vont manger l'animal, avec des danses et des chants multiples. Le troisième et dernier jour du rituel, donc on est sur un rituel de 3 jours, la tête de l'ours est écorchée et décorée de cadeaux. Il est ensuite placé sur un bâton en forme de Y qui est tourné pour faire face aux montagnes à l'est. Cette partie du rituel consiste à envoyer l'ours dans les montagnes. Après un autre festin, le crâne est ramené vers le village pour symboliser le retour du Kamui dans son monde. Donc voilà, ça c'était en gros comment se passe le rituel. Alors ce rituel n'existe plus aujourd'hui, si jamais vous vous posez la question, il n'y a plus. En fait, il a été pratiqué de manière clandestine du XIIIe au XIXe siècle ou XXe siècle. Donc en fait, pendant les périodes où les Européens commençaient à arriver au Japon, il a été pratiqué de manière assez clandestine, et c'est même devenu à force en fait une attraction, une sorte de tourisme morbide. Alors bon, qui sommes-nous pour juger quand on a encore la corrida? Mais en gros, c'était devenu en fait une corrida au Japon en fait, en gros. Et les Aïnous, donc du XXe siècle, ont volontairement stoppé le rituel. Ils ont dit on arrête, parce qu'ils ont vu que ça commençait à devenir quelque chose de tourisme morbide. Voilà, c'est ça. C'était plus ce que c'était à la base. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs de voir une peuple autochtone qui arrête lui-même ses traditions. Alors ce rituel de l'ours, il existe chez un autre peuple en Extrême-Orient. Comment ça se prononce? Désolé pour la prononciation. Nivk, alors Nivkhes, un peuple qui vit en Sibérie et qui lui aussi fait un sacrifice de l'ours avec un élevage de l'ourson jusqu'à ce qu'il devienne adulte, avec
aussi voilà, des sacrifices qui sont sûrement un peu différents au niveau du rituel, mais on voit des similitudes entre C'est clair. ces deux Alors, peuples. Pour avoir lu Charles Stepanov, qui est un anthropologue spécialiste du chamanisme en Sibérie, en fait, quand tu as décrit le rituel, c'est exactement à quelques détails près la manière dont il le décrit Ah ouais pour les Ah ouais Nifs. Ah ouais Putain, c'est Ah, dingue. il y a énormément de points communs en tout cas. Après, je pense que si on rentre dans les détails, tu vois, là c'est vraiment de Oui. tête Ouais. où ça m'a grave fait penser à ça. Mais je pense que ça peut valoir le coup. Je vous conseille, comment il s'appelle ce bouquin L'animal et la mort, je crois, de Charles Stepanov. C'était pas Ou neuf. Voyager dans l'invisible, ouais. C'est 2 bouquins où il parle Ça, justement ça m'étonne pas, hein, parce que en dehors de l'Europe, où bah là après on digresse un petit peu, mais c'est intéressant. Mais en dehors de l'Europe où l'ours il a été diabolisé, tous les endroits où ils ont encore une façon de vivre plus proche de l'animisme ou du chamanisme, on retrouve des similitudes c'est clair. vraiment un peu partout, hein. Oui, c'est hyper intéressant. Et l'ours, souvent d'ailleurs, quand l'ours est présent à un endroit, il est souvent mis sur un piédestal. C'est souvent c'est l'animal. Faut lire Pastoureau, quoi, encore une fois. Ouais, encore une c'est fois, clair, hein, c'est clair. c'est Pastoureau. Voilà. Alors d'ailleurs, pour la petite anecdote sur ces rituels sacrificiels, alors j'ai pas réussi à retrouver la source, je suis vraiment désolé, mais il y a des chercheurs en fait qui, d'un point de vue anthropologique en fait et même archéologique, vont associer en fait ces rituels de sacrifice où tu dois en fait élever un animal du début jusqu'à la fin comme un début ou en tout cas une des causes de la domestication de certains animaux. Puisque tu dois en fait littéralement élever un animal et sur des espèces qui sont d'ailleurs propices à la domestication, comme des bovidés ou des caprinés, ça a pu en fait amener au début de l'élevage en fait, hein, puisque tu dois le nourrir, tu dois en prendre soin, etc. Et puis au bout d'un moment, tu finis par en avoir plusieurs peut-être. En tout cas, avec l'ours, ça n'a pas marché parce que l'ours n'est pas domesticable, hein. Bon, il a fini en cirque de temps en temps, mais ça en faisait pas un animal de compagnie. Alors, on va revenir aujourd'hui, parce qu'on arrive sur la conclusion de cette chronique. Donc, actuellement, l'ours noir du Japon, il est classé dans les espèces vulnérables. Alors, je vous le donne dans le mille, grâce à nous. Voilà, tout simplement. Toujours pareil. Et pas les Aïnous, hein. C'est pas les Aïnous qui ont fait, hein, en faisant un sacrifice par an, c'est pas les Aïnous qui ont rendu cette espèce vulnérable. C'est juste le braconnage, encore une fois, comme d'habitude en fait, hein. Comme toujours, on fait une redite avec les manchots, mais c'est le braconnage, c'est la revente sur le marché noir de ces ossements. Il en reste 10 000 d'individus, à peu près, sur l'île principale du Japon, donc l'île de Honshu, et sur Shikoku, donc la deuxième île où ils sont présents. Alors attention, tenez-vous prêts, il en reste 30. Oh là là. Ah Donc, ouais. on estime au rythme où ça va que cette sous-espèce, en tout cas, aura disparu d'ici la fin du siècle. Ah ouais. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'on pourra revenir en arrière? Je ne pense pas, à moins d'importer en masse des ours noirs du Tibet au Japon, comme on fait avec les ours bruns Et oui. d'Europe de oui. l'Est dans les Pyrénées, mais pas sûr que ce soit suffisant, hein. Bon, après, que voulez-vous, hein, ce sont les erreurs du passé qui impactent le présent. Mais voilà, c'était cette petite chronique sur l'ours du Japon, une petite sous-espèce assez méconnue, parce que même moi, j'étais Ouais, c'est ça, hein. pas vraiment au courant. Mais en tout cas, je suis très content d'ailleurs d'avoir fait ma première chronique sur un ours, parce qu'il va y en avoir d'autres. Je préviens pour la prochaine saison, Ah, puisque trop cool. on va Plus d'ours. Trop bien. d'ours, on va parler d'ours brun, on va parler de plein d'autres ours Yes. très Yes. intéressants. Donc voilà, c'était l'ours japonais. Le genre Ursus n'aura plus de secret pour nous à la fin de cette saison de Tout et de Rien. Je l'espère. Ah bah merci, c'était trop cool. Ouais, grave. Oui, de rien. Merci beaucoup, Clément, pour cette chronique sur l'ours du Japon. Donc, c'était l'ours noir du Japon, qui n'est pas un ours noir d'Amérique et qui n'est pas non plus l'ours du Tibet, qui lui est un ours bleu, mais qui est en fait un ours brun. C'est ça, exactement. Tout à fait. Camoulox. Bordel, Camoulox. Exactement. Et moi, aujourd'hui, je vais pas vous parler d'un animal, qu'il soit magique ou non. On va parler de complètement autre chose. Mais on va rester sur des éléments liés à de la spiritualité, puisque c'est ce que tu nous as amené sur la table en parlant de sacrifice d'ours noir du Japon, Clément. Donc c'est parti. Ça y est, c'est le 5e épisode de notre petite saga sur le Japon, et c'est surtout en fait l'occasion pour moi, et surtout un vrai prétexte, de revenir sur des éléments de folklore que j'apprécie tout particulièrement. Nous avons vu lors de nos précédentes chroniques bon nombre de créatures intrigantes qui peuplent le folklore de l'archipel nippon, et il est à présent temps de s'attaquer à une dernière catégorie que je n'ai pas encore évoquée, les Tsukumogami. Est-ce que vous savez ce que c'est un Tsukumogami? Pas du Pas tout. du tout. Ah. Chips. Ouais, là pour le coup. Eh bah alors, écoutez, c'est super, comme ça vous partez vanilla, et moi je vais pouvoir vous expliquer ça très clairement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce nom en japonais signifie
je cite, esprit de 99 ans. Certaines transcriptions ne parlent pas d'esprit mais de cheveux. Ainsi, la symbolique de la vieillesse est présente du fait que les cheveux blanchissent avec l'âge. Je crois que tout est dans le titre. En fait, il s'agit ici d'objets prenant littéralement vie le jour de leur 100e anniversaire. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il peut s'agir de n'importe quel objet. Ça peut être votre voiture, vos clés, votre livre préféré, une fourchette, votre slip, ce que vous voulez. Il n'y a pas de jaloux. Et quand je vous dis qu'ils prennent vie, il faut comprendre que personne ne les contrôle. Ce ne sont pas des objets magiques, c'est pas un slip enchanté. Ce sont vraiment des individus à part entière avec leur propre conscience. En fait, la plupart du temps, ce sont des objets qui ont été laissés de côté, oubliés par leurs propriétaires, et qui vont alors chercher vengeance. À la manière d'un lutin farceur, leur vengeance se traduit rarement par le meurtre, mais plutôt par la torture psychologique. Certaines histoires les présentent comme chantant et dansant la nuit, mais il arrive aussi parfois qu'ils vont un petit peu trop loin, ils vont déclencher des incendies. Bon voilà, ils sont un peu blagueurs quoi finalement. Les premières... La fameuse absence d'attaque physique par l'incendie. Par l'incendie, voilà. Tu ne touches pas directement au corps, c'est le feu qui brûle le corps de ton ennemi. Tu ne lui Il y as a donc pas fait de jurisprudence, mal. hein, attention. Exactement. C'est ce que j'ai dit au juge, ça n'a pas marché. Les premières traces de Tsukumogami remontent au XVIe siècle. Ils sont mentionnés dans des emaki, des sortes de rouleaux avec beaucoup d'illustrations. Par exemple, dans le Yaki Yago Emaki, qui est exposé au temple de Shinjuan à Kyoto, on peut voir clairement en représentation des Tsukumogami en train de faire une belle parade. Cette représentation est d'ailleurs surnommée la parade des 100 démons, car on peut y apercevoir bon nombre de yokai précédents cités dans d'autres chroniques. Selon différents emaki, les premiers Tsukumogami seraient apparus au milieu du Xe siècle, lors du grand nettoyage annuel de fin d'année. En effet, au Japon, il était alors tradition de faire un grand ménage appelé le Ozoji avant chaque nouvelle année. Nettoyer et ranger de fond en comble les maisons, les temples, les sanctuaires, les écoles ou encore les magasins permettait d'entamer la nouvelle année sous de meilleurs auspices. Lors de ces fameux nettoyages de fin d'année, de nombreux objets jugés trop vieux étaient alors jetés sans autre forme de procès. Mais une année, les objets décidèrent de ne pas se laisser faire. Ils s'animèrent et se réunirent auprès du mont Funaoka, où ils prirent ensemble la décision de s'attaquer à leurs différents propriétaires pour se venger d'eux. Mais, un jour après plusieurs semaines de terreur, les Tsukumogami festoyaient tous ensemble. Une procession de moines tomba sur la joyeuse bande. Ces derniers étaient au courant de l'existence de ces Tsukumogami et prièrent de toute leur force pour les faire disparaître. N'ayant d'autre choix, parce qu'apparemment ça fonctionne comme ça, les Tsukumogami décidèrent alors de se repentir. Ils devinrent moines à leur tour et entrèrent au temple de Toji de Kyoto, où ils finirent même par atteindre l'illumination. Finalement, on peut se demander quelle est la morale de cette histoire, qui est l'histoire de ces Tsukumogami. N'oublions pas en fait que dans les sociétés du passé, la religion est d'une importance assez capitale, même au Japon. Ainsi, c'est probablement pour nous rappeler que les objets ont une âme, que les histoires de Tsukumogami existent. La morale serait alors peut-être la suivante: respecte l'objet que tu possèdes, surtout quand ils ont une existence aussi longue. Ne les néglige pas. Dans cette idée, on retrouve alors une valeur japonaise très puissante, répandue pendant la période Edo, le rejet du gaspillage. Un sentiment qui était exprimé par le terme entre guillemets, motanai, traduit approximativement par quel gâchis ou c'est dommage. En effet, pendant l'ère Edo, face à des ressources limitées, il était promulgué de prendre soin de ses affaires, si besoin, avec l'aide de fables convaincantes. Ce terme est toujours utilisé d'ailleurs de nos jours, afin d'exprimer le regret ou l'insatisfaction face au gaspillage de ressources. C'est une thématique qui est finalement assez actuelle, je pense. Certains objets deviennent au contraire des yokai, parce qu'il est arrivé quelque chose à leur propriétaire. Donc là, on est sur une autre frange de Tsukumogami. En général, ces objets n'attendent pas d'avoir 100 ans et se transforment dès la mort de leur propriétaire pour passer à l'action. C'est le cas par exemple de l'histoire de Kurayaro, la selle de cheval, qui appartenait à Kamata Masakiyo, un commandant militaire et serviteur de Minamoto no Yoshitomo. Quand Kamata fut lâchement assassiné, la selle de son cheval devient un Tsukumogami pour tenter de tuer l'assassin. Être poursuivi par une selle de cheval, c'est quand même quelque chose. On peut citer également le Kosode no Te, qui est le Tsukumogami d'un Kozode, l'ancêtre du kimono à manches courtes. Lorsqu'une personne mourait, il était courant de transmettre son Kizode au temple lors du service funéraire pour qu'il puisse recevoir des prières en l'honneur du défunt. En revanche, lorsque le Kosode était revendu après la mort, il avait tendance à devenir un Tsukumogami. Un autre exemple, c'est celui d'un Kosode qui aurait appartenu à une prostituée. À sa mort, il fut vendu au lieu d'être donné au temple, et le kimono est alors devenu un yokai qui s'attaquait aux clients qui n'avaient pas payé son ancienne maîtresse.
C'est dingue. C'est sur ça dingue. Il existe aussi une histoire d'un Kosode qui a appartenu à une femme tuée par son maître. Et le Kosode est devenu un Tsukumogami animé d'un ressentiment de vengeance. Et le problème, c'est qu'au lieu d'aller tuer l'ancien maître, il a tué sa nouvelle propriétaire à la place. Ça arrive, j'imagine. Ça arrive. Ah, ça arrive, hein. Ce genre de choses arrive. Pas de bol, quoi. Bon, mais finalement, ça ressemble à quoi un Tsukumogami? Parce que là, c'est hyper abstrait, on a l'impression que c'est un truc qui flotte et qui va aller étouffer les gens, mais pas du tout. Les Tsukumogami gardent certes leur forme d'objet, mais il arrive qu'ils soient représentés avec des bras et des jambes, un ou plusieurs yeux, voire une bouche. Certains ont même des corps entiers, comme le Biwa Boku Boku, dont seule la tête ressemble à l'objet de base, donc un luth. Et le reste, c'est des bras, des jambes, un corps total. Le Seta Taisho, c'est même un petit soldat qui est formé de différents objets de vaisselle, dont le visage est celui d'une bouteille de saké. Lui, son kiff, c'est de récupérer les couteaux de cuisine et de s'en servir de katana, et ensuite de le projeter sur les habitants de la maison. Mais à part ça, pas de problème avec le physique. Hein. Génial. Il y a aussi le Moku Mokuren, une cloison ou une fente coulissante, ou une fenêtre coulissante qui est abîmée. Si on la répare pas, des yeux apparaissent dessus et commencent à vous regarder. Flippant. Le Kazabake, quant à lui, est un parapluie possédant une seule jambe, un seul œil et une énorme langue. Un autre Tsukumogari célèbre, c'est le Bakezori, une sandale avec des mini-bras et des mini-jambes, un seul œil, des grosses dents et une grande langue. Lui, si vous voulez vous en débarrasser, il faut absolument faire appel à un prêtre parce qu'il peut foutre le bordel dans votre baraque. Ce qui est intéressant, c'est que, après c'est une vision personnelle, c'est que je vois dans les Tsukunomori beaucoup de ressemblances avec nos lutins francophones. Toutes les deux sont des créatures issues du quotidien qu'il faut pas maltraiter sous peine d'en payer un prix très très fort. Bon, après là, pour ceux qui ont écouté la chronique sur le lutin, il n'y a pas une histoire de chier devant l'objet en question pour le faire partir. Hein. Voilà. Mais si vous comprenez pas cette phrase, allez écouter la chronique sur le lutin et ça deviendra tout de suite beaucoup plus clair. Donc du coup, j'aimerais terminer cette chronique sur un point qui est assez important. Cette idée qu'il ne faut pas maltraiter ces objets du quotidien. Les objets, ça mérite d'être respectés et entretenus, qu'ils soient achetés neufs ou d'occasion. Certes, nous en disposons, mais les jeter comme la première chaussette crée de la surconsommation. Et dans notre monde moderne en perdition, il serait peut-être bon de se le rappeler qu'acheter et jeter sans arrêt n'apporte rien de bon, que ce soit à la planète ou même tout simplement à nous. D'autant plus qu'en étant fidèles à ces objets, ils peuvent nous aider à nous venger si jamais on se fait assassiner, donc au cas où, autant être sympa. Bon, en vrai, on va pas terminer sur ça, on va terminer sur une question ouverte. Une question qui va plutôt être assez personnelle, je vous le cache pas. Personnellement, j'ai toujours eu un rapport assez particulier à la possession d'objets, et je me retrouve pas mal dans le concept du Tsukunomori. Pour moi, un objet, c'est pas juste quelque chose d'utilitaire, c'est un véritable compagnon de route, quelqu'un avec qui tu vas vivre une partie de ta vie. Alors certes, c'est vrai, il parle pas, il peut pas avoir d'interaction, mais ça n'empêche pas d'être là, toujours là, présent dans des moments de joie, dans d'autres moments de la vie plus cruels. Quand un objet se casse, disparaît ou est jeté, c'est aussi d'une certaine manière un pan de ta vie à qui tu dis au revoir. Personnellement, j'ai déjà pleuré en cassant une assiette, j'ai déjà eu peur de faire mal à mes peluches quand elles se faisaient écraser, je me suis déjà senti en quiétude à la limite de l'ataraxie dans ma voiture, et si des gens vont chez moi et maltraitent mes objets, je peux le prendre extrêmement mal parce que pour moi ce ne sont pas juste des objets, c'est presque des horcruxes, ce sont des parties de moi-même. Donc la question que je vous pose aujourd'hui c'est, est-ce que ça vous arrive de vous sentir parfois comme ça avec vos objets ? Ou est-ce que c'est juste moi qui suis fou et qui dois doubler mes séances de psychanalyse ? Non, t'inquiète, je pense que t'es tout à fait normal. Mais c'est vrai qu'en plus, ça me rassure, Nico, merci beaucoup. Ça accumule une partie de ça a une mémoire en fait, les objets, parce que ça a une histoire, ça t'a accompagné pendant une partie de ta vie. Et c'est quelque chose qu'on trouve dans pas mal de cultures aussi. Que les objets qui ont le plus de valeur dans des sociétés où t'as pas forcément d'argent, c'est des objets qui ont une histoire, qui sont liés à une personne, qui sont liés à des vécus. Donc c'est pour ça que les objets, je pense qu'on a encore, tu vois, ce truc d'accorder une certaine valeur à certains objets, une valeur juste sentimentale pour un peu tout. Ouais, c'est pareil. Moi, j'ai vraiment du mal à me séparer de certains objets, presque tous en fait. Je me rends compte. C'est ça qu'en regardant sur ma droite, je me vois avec des guitares que j'ai depuis 15 ans que j'ai pas touchées, mais je les ai encore en fait. Je ne peux pas m'en séparer. Je me dis, on me les a offerts, je les ai achetés, et ça marche avec plein d'autres trucs. Je veux dire, j'ai des BD, des comics que j'aime et que j'ai pas ouvert depuis des années, mais je peux pas m'en séparer. Et c'est pour ça que là je me retrouve dans la merde parce que j'ai pas assez de place. Mais ouais, non mais c'est ça le problème. Moi c'est pareil. J'ai déménagé et même chose. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment gardé plein de trucs. C'est un peu le revers de la médaille. Et toi, Franck, du coup, t'es un peu pareil aussi ? Bah oui, moi je pense que effectivement c'est, déjà je déteste péter des trucs. Je déteste casser des choses, ça m'énerve. Mais c'est un peu le côté utilitarien là pour le coup. Mais oui, il y a des objets effectivement. Des fois juste le fait de pouvoir se remémorer des choses ou de pouvoir des choses qu'on avait plus en tête. Moi, typiquement, en passant chez ma mère, j'ai ressorti des vieilles fiches de personnages de la première grosse campagne de JDR que j'avais faite.
forcément tu te dis ouais merde, enfin ça marque, tu vois, c'est les objets quelque chose, ouais. qui en plus pèsent rien, puis c'est des feuilles. Mais vraiment c'est un bout de papier quoi, c'est un bout de papier, mais ça voilà, ça rappelle des souvenirs, ça ramène des choses, et il y en a quelques-uns comme ça. Enfin après je pense que ça doit être le cas pour tout le monde, mais voilà, le fait d'avoir retrouvé, on a retrouvé la photo, c'est pas un portrait, c'est une photo, Ouais. de l'arrière-grand-père en tenue de poilu, alors que voilà, personne de vivant ne l'a connu. D'ailleurs, on en sait même très peu de choses dans l'absolu, mais ça apporte un morceau de mémoire, juste la photo. On a retrouvé des objets comme ça, des montres à gousset, un vieux cartable, ce genre de choses qui ramènent un peu de mémoire de gens qui ont disparu, dont la mémoire a disparu pour certaines choses, et ça permet presque de faire revivre des bouts de mémoire, comme un peu des espèces de toutes petites fenêtres vers le passé. Mais là, c'est l'archéologue qui... Non, mais carrément, je suis tout à fait c'est d'accord. Complètement d'accord. Ouais. Tout à fait C'est d'accord. pour ça que j'ai aussi encore, enfin moi c'est aussi ma mère qui garde plein de photos qu'elle avait développées quand j'étais petit. Pareil, on a retrouvé j'ai vu pour la première fois des photos de mon grand-père que j'ai jamais connu, que même de mon arrière-grand-père aussi, pareil en tenue début 20e, pardon. Ouais, bah ça fait toujours quelque chose, hein, et on veut les garder, on va jamais s'en séparer. Bien sûr. Parce que je pense qu'il faut pas, en fait. Hein, Je sais qu'un jour, je vais hériter de kilos et de kilos de livres, enfin, d'albums photos. Album photo de Ça toute va la finir famille. par arriver, je vais devoir prévoir pour ça, mais ce sera avec plaisir. Cool. Bah merci en tout cas pour votre petite participation. Ouais, et d'ailleurs aussi, je Oui, reviens vas-y. sur ta chronique, mais en fait, on se rend compte que Pokémon a encore de l'avenir devant lui. Hein. Perdre un nombre Oui, parce que tu peux faire de n'importe quel créatures. objet, bien sûr. Ils l'ont déjà fait par le Il y en a passé, pas mal, et ouais, dans ils Pokémon. continuent de le faire, Bien hein. sûr, Mais regarde, à la là base, j'ai un basé mètre, sur un truc pour mesurer de 3 mètres de distance, tu peux en faire un yokai, tu mets un œil au centre, des papates, et ensuite son attaque c'est qu'il envoie un truc de 3 mètres, et c'est super quoi, voilà, ça fait un Ils Pokémon. l'ont fait dès le début avec les Pokémon en forme de Pokéball, hein, donc Oui, c'est Ouais. vrai, dès le début en fait ils avaient la déjà mise en abîme. Et puis maintenant on a les tasses de thé quoi. Ah, Attends, la selle de cheval en fait, pourquoi on l'a pas eu avant? Parce que les Européens n'étaient pas prêts. Ils sont pas encore prêts. C'est moi Ils qui sont ne toujours pas pas prêts. Ils ne sont toujours Exactement. pas d'ailleurs. Ils sont toujours pas prêts. En tout cas, voilà, c'est comme ça que moi je vais clore cette petite saga sur les yokai. On en a vu pas mal, il y en a plein d'autres à traiter dans le folklore japonais, tout comme il y en avait plein à traiter dans le folklore du petit peuple européen. Mais honnêtement, je pense que c'est peut-être plus sage de s'arrêter sur ça, étant donné qu'on a vu les majoritaires. N'hésitez pas, bien sûr, les auditeurs, les auditrices, ou même vous, chers amis, à vous renseigner par vous-même, parce que le folklore japonais regorge vraiment de créatures plus incroyables, plus stupéfiantes les unes que les autres. Mais peut-être que ces centaines de créatures ne méritent pas forcément toutes des chroniques. Voilà, donc il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Mais peut-être que ça reviendra si vraiment une foule en délire me dit oui, si, t'as oublié de faire ci, t'as oublié de faire ça. Dans tous les cas, dites-le en commentaire et partagez pour que d'autres personnes donnent des avis sur tout ça. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on a abordé différentes choses au cours de cette chronique, surtout en lien avec des périodes bien particulières, notamment le XVIe siècle, avec les fameux rouleaux des maquis dans lesquels il y a les yokai. Et ça tombe bien parce qu'il me semble que Nico, tu voulais nous parler un petit peu de cette période-là, je crois. Alors, de la période suivante, désolé. Ah merde, 17ème du coup 17ème, ouais. 17ème. Ah, 16ème, 17ème, c'est pareil, non? Bah, pour le Japon, justement, en fait, t'as une bascule entre le 16e et le 17e. Donc, au final, ce sont des périodes qui sont assez séparées. Des périodes de transition, quoi, du coup. Ouais, Eh ben, complètement. Plus, nous t'écoutons. vraiment au tout début du 17e. Bah, du coup, dans ma chronique, moi, d'aujourd'hui, je vais vous parler, une fois n'est pas coutume, d'un livre. Donc, c'est assez. Je crois que j'ai déjà parlé quelques fois de livres. Et donc, le livre d'aujourd'hui, le titre, c'est Le puissant royaume du Japon, la description de François Caron, 1636. Traduction, introduction et notes de Jacques et Marianne Proust. Donc en fait, ces deux derniers, ce sont un couple d'historiens qui sont spécialistes de la littérature de l'époque moderne. Donc c'est un livre qui a été publié en 2003 aux éditions Chandaigne. C'est des éditions dont je vous recommande fortement les ouvrages qui sont consacrés aux récits historiques européens de l'époque moderne, aux questions d'identité, d'acculturation et de colonisation, avec un focus notamment sur le monde lusophone, ou alors en fait toutes les parties du monde qui ont été fréquentées à une certaine période par les Portugais. Par exemple, moi j'ai mon Singularité de la France antarctique d'André Tevet, qui est l'aumônier qui a accompagné Nicolas Durand de Villegagnon en 1555 dans sa tentative de colonisation
et qui a écrit sur les Tupinambas et plus largement sur le Brésil, qui est dans ces éditions-là. J'ai aussi mon Mœurs et coutumes des Indiens du Brésil, qui est la traduction d'un texte de 1584 du jésuite portugais Fernão Cardim, qui est dans ces éditions. J'ai aussi La Flèche et la Bêche, une histoire recomposée de la Guyane, qui est un excellent bouquin qui retrace l'histoire de la Guyane depuis la période précoloniale et qui mêle en fait un dialogue entre des archéologues, des historiens, des ethnologues, mais aussi la mémoire des natifs de Guyane. Et du coup, en fait, c'est que le reflet d'une infime partie du catalogue que proposent ces éditions. Donc voilà, je vous recommande d'aller faire un tour si ça vous intéresse. Mais on va revenir sur le puissant royaume du Japon. Le livre, il est composé en 4 parties. La première, c'est une introduction de la part de Jacques et Marianne Proust, afin de remettre en contexte les récits historiques qui suivent. La deuxième partie, c'est la traduction française d'un texte écrit en néerlandais en 1636 par un certain François Caron, et qui s'appelle « La vraie description du royaume du Japon ». On a ensuite une troisième partie, qui est la traduction d'extraits du registre journalier de la factorerie de Hirado, qui est tenu en néerlandais d'ailleurs, par le même François Caron. Et ces extraits-là concernent la période allant du 4 février 1639 au 13 février 1641. Et enfin, un texte en français destiné à Colbert, qui est appelé « Mémoire pour l'établissement du commerce au Japon », toujours de François Caron. Alors, étant donné que notre temps n'est pas infini, je vais juste en fait parler de la première partie pour introduire certains éléments de contexte, et après on va se concentrer sur la deuxième partie du livre, la vraie description du royaume du Japon, et je pense qu'on va lire ensemble aussi quelques extraits. Et du coup, si vous restez sur votre faim après ça, juste achetez le livre ou allez le lire en bibliothèque. Faut le lire, du coup. Donc vous l'avez deviné, François Caron, c'est un Européen du XVIIe siècle, au nom à la consonance française, qui a entretenu un rapport étroit avec le Japon de la période du shogunat Tokugawa, aussi appelée époque d'Edo, qui commence au début du XVIIe siècle. Et Caron, c'est pas n'importe qui. Il rédige en néerlandais la vraie description du royaume du Japon à la demande du directeur général, donc c'est-à-dire au sommet de la hiérarchie de la Verenigde de Oost-Indische Compagnie, abrégée en VOC, la Compagnie des Indes orientales des Provinces-Unies, créée en 1601. Et lorsque François Caron écrit son texte, en 1636, en fait ça faisait déjà 17 ans qu'il vivait au Japon. On va faire un petit retour sur sa vie. Il est né en 1600 dans une famille de huguenots français réfugiés à Bruxelles puis aux Pays-Bas. Son origine sociale, elle est inconnue, tout comme son éducation, et il est possible qu'il ait falsifié plus tard des documents pour se présenter de plus haute extraction qu'il ne l'était vraiment. De par ses écrits, on sait qu'il maîtrisait aussi bien le néerlandais que le français, et qu'il a été élevé dans la religion réformée. En 1619, il s'engage comme aide-cuisinier sur un navire de la VOC en partance pour le Japon. Ses objectifs et ses motivations à partir des Pays-Bas sont inconnus. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à partir de là, il ne retournera pas en Europe avant plusieurs années. Lorsque son navire arrive à Hirado, qui est une ville au nord-ouest de l'île de Kyushu, où était présent la factorerie hollandaise, donc c'est-à-dire le comptoir de la compagnie, François Caron décide de rester là. Et du coup, il trouve un emploi au service de la VOC sur place. Et comme on dirait de nos jours, à partir de là, en fait, il enchaîne les CDD. Parce que en fait, la compagnie offre des contrats de 3 ans qui peuvent être renouvelés. Il y a un CDI à la clé ou Sans CDI à la clé. Merde. Et à partir de 1626, il parvient à atteindre le grade respectable d'assistant de la factorerie. Contrairement à la grande majorité des Européens qui fréquentaient le comptoir, il utilise son temps sur place, son temps libre principalement, pour apprendre la langue japonaise jusqu'à la maîtriser. Et ça, c'est très peu courant parmi les employés de la VOC, et même les jésuites portugais du XVIe siècle qui venaient en mission pour convertir les populations ne faisaient pas tous l'effort d'apprendre à parler japonais. Et ce n'était pas non plus dans les habitudes des marchands européens de manière générale. Ça peut paraître curieux, mais en fait c'est dû principalement à 2 raisons. Alors d'une part parce que le comptoir de Hirado, qui était très encadré par les autorités locales japonaises, fournissait directement des traducteurs et interprètes officiels pour traiter avec les Hollandais. Et bien entendu, c'était aussi un moyen de les espionner. Et d'autre part, parce qu'à partir de 1641, le comptoir est déplacé de Hirado à Deshima, qui est une île artificielle construite dans le port de Nagasaki, et qui devient à partir de là le seul endroit de tout le Japon
auxquels ont accès les marchands et visiteurs européens. Et du coup, en fait, ils sont sous étroite surveillance dans cet endroit jusqu'à l'ouverture du pays en 1868. Dans les années 1620-1630, les relations avec les Hollandais sont de plus assez tendues. En 1627, après des provocations de chaque côté, il y a un incident diplomatique qui éclate impliquant un employé de la VOC, Peter Nuits, dont l'interprète est François Caron. Après une visite auprès du shogun, qui est jugée humiliante à Edo, Nuits fait saisir des jonques japonaises dans les ports. Et en retour est prononcé un embargo sur le commerce avec les Hollandais au Japon, mais ça concerne aussi les marchands japonais jusqu'à Batavia, donc l'actuel Jakarta en Indonésie, et Formose, l'île de Taïwan sur laquelle se trouve une colonie hollandaise à ce moment-là. Alors on va faire une petite parenthèse sur le Japon des 16e et 17e siècles pour mieux comprendre les ambitions du pays dans la région. En fait, si de notre point de vue, on connaît les tentatives de colonisation européenne de cette période dans le monde, il faut se figurer que le Japon est également une puissance coloniale, mais en Asie. Par exemple, au XVIe siècle, les populations autochtones Ainu vivaient encore dans les territoires de l'archipel japonais. Ils étaient considérés comme des sauvages, vivant comme des bêtes, un peu de la même manière dont on considérait en Europe les populations autochtones des terres nouvellement découvertes. Peu à peu, les Ainu sont repoussés sur l'île d'Hokkaido, tout au nord du Japon. Et de la même manière que toutes les nations coloniales, le Japon crée des comptoirs et assimile par la force la population Ainu jusqu'à une conquête militaire impliquant des dizaines de milliers de soldats pour s'emparer de l'île d'Hokkaido complètement au XIXe siècle. Et ça s'arrête pas là, puisque tout au long des XVIe et XVIIe siècles, le Japon a aussi des ambitions coloniales en Chine, aux Philippines, à Taïwan et jusqu'en Inde. Alors avec plus ou moins de succès militaire, mais qui aboutit néanmoins à l'implantation de plusieurs comptoirs. Et d'ailleurs, comme pour les nations européennes, on constate une seconde phase de colonisation sur ces territoires, notamment à la fin du XIXe siècle et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors on va revenir sur notre histoire du jour pour pas perdre le fil. Donc les relations entre le shogunat et la VOC sont très tendues à partir de 1627, et François Caron, en fait, il réussit à tirer son épingle du jeu en s'imposant et en jouant un rôle de médiateur grâce notamment à sa connaissance de la langue et de la culture japonaise. Et du coup, il parvient à faire concilier les deux parties. Et à partir de là, du coup, il est reconnu pour son aisance à traiter avec les Japonais, et même pour les affaires les plus délicates. En 1633, il est promu Kopman, ce qui veut dire marchand en titre pour la compagnie. Il devient le second de l'Oberhoft, c'est-à-dire le dirigeant de la factorerie de Hirado. Il passe alors son temps entre Edo, l'actuel Tokyo, à la cour du shogun, Hirado et Nagasaki, à réaliser des missions diplomatiques et commerciales jusqu'en 1639. Là, il prend la succession du poste d'Oberhoft et du coup, il accède au poste le plus élevé dans la hiérarchie du comptoir hollandais au Japon. Il a un adjoint qui s'appelle Jan van Hellerak, qui sur ses recommandations apprend aussi la langue japonaise. Mais par contre, la méfiance des Japonais à l'égard des Hollandais, elle va aller en s'intensifiant et à partir de 1641, tandis que le comptoir de Hirado est démantelé pour être définitivement transféré à Deshima et que les étrangers ont de moins en moins de liberté de mouvement et sont de plus en plus surveillés, c'est à ce moment-là que François Caron quitte son poste et le pays. Donc en tout, il a passé près de 22 ans au Japon. Et si sur le plan professionnel, on l'a vu, il a connu une évolution assez fulgurante, sa vie privée a aussi beaucoup changé depuis son arrivée. Donc il est arrivé célibataire, mais entre-temps, il a eu l'occasion de fonder sur place une famille en prenant pour épouse une japonaise issue de la bourgeoisie locale et convertie au catholicisme. Alors je rappelle que lui, il est protestant. Ce qui est intéressant de noter, c'est que avant les années 1630, ce type d'union mixte entre Européens de passage et Japonaises, en fait, c'est quelque chose qui est assez courant. Et c'est qu'à partir de 1635 que le shogunat Tokugawa interdit le christianisme et les mariages mixtes, même avec les Hollandais qui sont protestants. Et du coup, en fait, il y a des familles entières qui sont ainsi expulsées, notamment à destination de Batavia. Caron, il a eu avec son épouse au moins 6 enfants métis, du coup, dont certains sont restés vivre au Japon après son départ, tandis que d'autres sont partis aux Provinces-Unies et sont restés en Europe. Par la suite, Caron est nommé conseiller extraordinaire du Conseil des Indes de la VOC à Batavia, puis il devient amiral de la Retourvloot, la flotte qui quittait tous les ans Batavia pour les Pays-Bas,
Il devient ensuite membre officiel du Conseil des Indes et un poste lui est attribué à Java. En 1643, son épouse japonaise meurt lors d'une traversée en mer. Et je vais passer plus rapidement sur la deuxième partie de sa vie pour qu'on garde un peu le contexte des années 1630 dans lequel il a écrit la vraie description du royaume du Japon. Mais bon, c'est quand même assez intéressant de voir cette deuxième partie de vie. Donc du coup, il finit par retourner aux Pays-Bas. Sa carrière lui a permis d'amasser une fortune qui est considérable. Il se remarie avec une jeune fille de 19 ans qui est très en vue, alors que lui, il en a 43. Et il retourne à Formose, puis à Batavia, où il vit dans le luxe en tant que membre du conseil exécutif de la VOC. Il commande un corps expéditionnaire à Ceylan, puis est nommé gouverneur de Taïwan, où il développe fortement le commerce avec les Japonais, les Chinois, mais aussi les autochtones de l'île. À partir de 1647, il devient second dans la hiérarchie de la VOC. Et les Hollandais, à ce moment-là, en fait, ont plus d'adversaires dans cette région du monde. La paix a été décrétée avec le Portugal et la compagnie a cessé toute hostilité envers les nations asiatiques. Et en l'absence de défis politiques ou militaires à surmonter, Caron s'attire de plus en plus d'adversaires, en partie à cause de sa position, qui est très élevée, sa richesse et sa complaisance avec les marchands asiatiques et la population locale en général par rapport aux colons européens. Son train de vie et son salaire sont en effet à la limite de l'indécence. Il se fait construire un palais luxueux, son épouse se déplace dans un carrosse outrancier, et tout ça fait que, en 1650, les nombreuses plaintes contre lui s'accumulant, il est rappelé à Amsterdam, où il lui est offert une rente à vie en échange de sa retraite. Entre-temps, il eut encore 7 enfants de plus avec sa nouvelle épouse, et les années passent tranquillement sans qu'il ait pas grand-chose à faire, à s'occuper, donc c'est un peu un trou dans sa vie, dans sa biographie, jusqu'à ce qu'un ambassadeur du Royaume de France lui propose en 1665 d'entrer au service de Louis XIV. Et en effet, à ce moment, Colbert envisage la création d'une compagnie des Indes orientales française. Mais le problème, c'est qu'en fait, il manque d'hommes qui ont l'expérience de la région asiatique pour monter à bien cette entreprise. Et en plus, la France doit se confronter dans la région à la présence qui est bien établie des Portugais, des Hollandais et des Espagnols. Et bien sûr, Caron accepte. C'est un homme qui a l'air de bien aimer les défis. Il reçoit un important salaire et il exécute alors plusieurs missions en Asie dans les années suivantes, alors que il a plus de 60 ans quand même, qui vont mêler donc diplomatie, bataille, diverses stratégies pour renforcer des comptoirs, établissement d'alliances, etc. En 1672, la France, alliée à l'Angleterre, entre en guerre contre les Provinces-Unies. Caron rentre pour la métropole depuis Sao Tomé de Mediaport en Inde, fraîchement prise par ses troupes à un roi local mais impossible à garder à cause de la présence hollandaise. Et un an plus tard, toujours sur le retour pour la France, il meurt lors du trajet pendant un naufrage au large du Portugal qui emporte avec lui dans les profondeurs de l'océan toute sa fortune qu'il transportait. Donc voilà, maintenant vous connaissez un peu mieux l'auteur et sa vie qui est somme toute assez romanesque. J'avoue. Sa vraie description du royaume du Japon, écrite en 1636, c'est un texte qui n'a jamais eu d'autre vocation que d'être rapporté aux instances de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Cependant, il est plusieurs fois publié dans les années 1660 et notamment traduit en français. Alors la version du livre de 2003 est une nouvelle traduction directement depuis le néerlandais qui est jugée plus proche et plus fidèle que le texte d'origine par les historiens Jacques et Marianne Proust. Le tout est en plus agrémenté de plusieurs notes au regard des connaissances actuelles de cette période afin de mieux comprendre certains passages et de préciser certains points. Il se présente sous une forme assez originale de 31 questions et réponses sur le Japon. Son histoire, sa culture, ses traditions, sa géographie, ses ressources et sa diplomatie. Il est pensé en fait comme une sorte de manuel à destination de la VOC pour son personnel qui devrait se rendre dans le pays. De la même manière que d'autres textes dont j'ai parlé sur cette chaîne, comme celui par exemple de l'Anonyme de Carpentras, qui est écrit dans les années 1620 et qui faisait référence à un séjour chez les Kalinago suite à un naufrage en Martinique dans les années 1610, l'originalité c'est que il est écrit par un laïc, et donc exempt de considérations religieuses ou moralistes vis-à-vis du peuple dont il parle. C'est donc un témoignage ethnographique de première main, sans jugement de valeur, et qui est ancré dans un contexte précis qui se veut le plus proche de la réalité vécue directement par son auteur. Et en plus de ça, je rappelle qu'à ce moment-là, François Caron a fondé une famille mixte
et connaît parfaitement la langue et les coutumes locales. Les premières questions-réponses portent sur l'histoire du Japon. Donc là-dessus, François Caron, n'étant pas historien, il mêle récits un peu fantaisistes et romancés à des faits réels qui permettent de remonter tout de même à la période médiévale japonaise. Donc il a tendance à confondre les titres et les noms des personnages importants, et il ajoute diverses anecdotes ça et là, parfois très précises et souvent pas toujours très vraies. Il partage ainsi la vision qu'ont les Japonais, par exemple, des Ainu sous la forme de sauvages non civilisés. Donc du coup, dès la première question, qui est de quelle étendue est le Japon et si c'est une île, point d'interrogation, il dit, et je vais commencer à sortir des extraits du livre, le pays est sauvage, et il est habité en certains endroits par des hommes dont le corps est entièrement couvert de poils. Ils portent aussi les cheveux longs et ont une barbe comme les Chinois. Ce sont des bêtes brutes qui ressemblent plutôt à des hommes sauvages qu'aux autres humains. Donc voilà la description des Ainu, Ok. telle qu'on pouvait la voir à cette époque. Il dresse aussi un état des lieux du pays, de son système de gouvernance assez complexe, qui est le shogunat, des forces armées sur place, de l'organisation militaire, des équipements aussi des soldats. Il parle du pouvoir, des obligations des vassaux et des grandes cérémonies de la cour du shogun à Edo et dans le reste du pays. Le tout est agrémenté de planches d'illustration qui sont assez impressionnantes, parce qu'il y a beaucoup de précisions et beaucoup d'indications. Notamment, il y en a une sur la cérémonie de seppuku, dans le cadre d'un rituel visant à accompagner dans la mort d'un seigneur ses hommes les plus fidèles. Ça a l'air d'être une cérémonie à laquelle François Caron a pu assister. On a aussi une gravure qui décrit les supplices qui sont infligés aux criminels et aux chrétiens. Il y en a une autre qui montre une cérémonie dans le palais du shogun. Donc si ça vous intéresse, je peux vous lire la description de la cérémonie de seppuku et de moyens de se mettre à mort pour les honneurs. C'est assez visuel. Donc du coup, Marc, je te laisserai juger si tu gardes ou non cette partie. Ça marche. On verra si on met un timer ou pas encore une Voilà, fois. c'est ça. Moi-même, j'hésite. Je vous lis l'extrait. Quand un seigneur vient à mourir, ils sont couramment 10, 20 ou 30 à s'ouvrir le ventre pour le suivre dans la mort. Cela dépend de son rang et du nombre de ses sujets. Beaucoup de ceux qui le font y sont engagés du vivant de leur maître. En effet, quand ils voient que celui-ci a de l'affection pour eux, et quand ils reçoivent de lui quelques bénéfices ou quelques faveurs qui sortent de l'ordinaire, ils l'en remercient d'abord, puis ils disent « Mon seigneur, mon maître, a beaucoup de sujets fidèles, et qu'ai-je fait pour mériter un tel honneur? Ce corps appartient à mon seigneur, je lui en fais à nouveau l'offrande. Je lui promets de ne pas le laisser en vie plus longtemps que le sien. » Il scelle ce serment en buvant une coupe de vin. Donc, ce qu'appelle François Caron du vin, c'est du saké. Car boire du vin est un acte solennel. Et il n'est pas possible de rompre un engagement scellé de cette façon-là. Ils s'ouvrent le ventre de la manière suivante. Ils font venir tous leurs parents, unis par le sang, et se rendent avec eux dans une église. Une église, il faut lire un temple ici. Enfin, il faut comprendre un temple. Bien sûr. Là, au milieu du parvis, sont déployés des tapis et des couvertures sur lesquels ils prennent ensemble un repas d'adieu. Ils boivent, ils sont joyeux. Après quoi, ils s'ouvrent le ventre en croix jusqu'à ce que les intestins et les excréments en coulent au dehors. Certains, plus courageux encore, se tranchent la gorge, ensuite en rendant l'âme. Je crois qu'il y a bien 50 manières de s'ouvrir le ventre. Celui qui s'y prend le plus adroitement en tire le plus de gloire. Quand les seigneurs doivent édifier une haute muraille faite de lourdes pierres pour sa majesté, ou sur leur propre terre pour construire une fortification, il arrive que leurs serviteurs les supplient de leur laisser l'honneur de se coucher sous le mur. Ils croient que des murs bâtis sur des corps d'hommes qui, de leur vivant, se sont volontairement sacrifiés, ne sont sujets à aucun accident. Il arrive ainsi qu'ils descendent vivants dans les fondations et se laissent ensevelir sous de grosses pierres taillées, qui aussitôt les mettent en pièces et les écrasent. J'ai dit, c'est assez explicite, je trouve. Ouais, c'est très explicite, je suis d'accord. La description. Il y a quelques passages qui sont tout aussi impressionnants, comme notamment une description de comment se déroulent les déplacements du shogun à la question 4, qui est « Quelle est la résidence de sa majesté ?» Donc sa majesté, il parle du shogun ici. « Et quel est son train ?» Je vais vous lire un petit extrait. « Quand sa majesté se déplace, ce sont des centaines d'hommes d'élite, à pied ou à cheval, tous vêtus de soie noire, qui marchent devant elle, derrière et des deux côtés dans un ordre parfait. Ils marchent tous en rang. Aucun ne s'en écarte. C'est un spectacle admirable. On n'entend pas un mot,
ni de la part des riverains, ni de la part des soldats qui entourent le palanquin de l'empereur. Alors en fait, il appelle empereur ou Sa Majesté le shogun, François Caron, et pas l'empereur céleste, c'est-à-dire le dairi, qui est le souverain symbolique, sans réel pouvoir à l'époque du shogunat. En fait, quand François Caron dit empereur, il faut comprendre le shogun. Le shogun. Si bien que lorsque Sa Majesté passe, on n'entend rien que le bruissement que fait une foule d'hommes et de chevaux. Les rues et les chemins ont été balayés pour la circonstance, sablés et arrosés d'eau. Les portes des maisons doivent toutes rester ouvertes, et personne ne doit mettre la tête à sa fenêtre, ni se tenir debout sur le seuil de sa boutique ou de sa maison pour regarder passer Sa Majesté. Chacun doit rester à l'intérieur de sa maison, ou s'il le veut, devant, agenouillé sur une natte. Il devait être assez impressionnant quand même, comme passage. Ouais, c'est clair. À la question 5, intitulée Le nombre de ces soldats et leur armement, François Caron estime, grâce à des calculs de revenus et les obligations des seigneurs lors des levées, le nombre de troupes sur lequel peut compter le shogun dans tout le pays. Et c'est assez intéressant et assez impressionnant aussi. Je vous lis l'extrait. Si bien que le nombre de soldats que le roi et les seigneurs peuvent mettre au service de l'empereur, quand Sa Majesté le veut, se monte à 368 000 hommes de pied et 36 800 cavaliers. Sa Majesté dispose en outre de son propre revenu et à ses propres soldats, à savoir 100 000 gens de pied et 20 000 chevaux qui tiennent en tout temps garnison dans ses châteaux et ses places fortes et assurent en permanence la garde de sa personne. À la question 7, quelle est la qualité des princes et des seigneurs territoriaux et quels sont leurs pouvoirs, il mentionne un contrôle total du shogun sur l'ensemble de ses vassaux en les maintenant dans des séries d'obligations de représentation devant sa cour, en les mettant sans cesse en concurrence lors de grands chantiers, travaux, comme des châteaux par exemple, ou des cérémonies. Il mentionne aussi des cérémonies d'échange de cadeaux somptueux, si bien que même si tous les seigneurs sont très riches, en fait leurs dépenses excèdent souvent leurs revenus, les obligeant à s'endetter pour certains. Il explique aussi le rôle des metsuke, qui sont des sortes de conseillers à la solde du shogun, qui exercent à la cour des seigneurs, mais qui dans les faits ont plus le rôle de censeurs et d'espions qui font remonter tout écart de conduite et sont au courant de tout ce qui se passe dans chacun des fiefs du shogunat. Il explique également comment se déroulent les mariages, toujours arrangés pour la noblesse, et dans le cas de la plus haute noblesse, c'est le shogun en personne qui choisit les épouses de ses vassaux, et bien sûr, il est impossible de divorcer. Donc toujours dans la même question, en fait les questions sont plus ou moins longues, il y en a qui font juste quelques lignes, d'autres qui font plusieurs pages. Dans ces questions-là qui durent assez longtemps, il décrit aussi les conditions des femmes de la noblesse qui vivent isolées et dans des quartiers qui leur sont réservés dans leur palais. Je vais vous lire un extrait, page 108, qui est assez révélateur. Quelles que soient leurs conditions, les femmes savent se mettre au service de l'homme avec une grâce particulière, beaucoup de respect et de soumission. Et elles lisent dans ses yeux ce qui peut lui donner le plus de contentement. Quelles raisons donnent les Japonais, et surtout les grands, pour expliquer que leurs femmes soient toujours enfermées à la maison, ne soient jamais laissées dans la compagnie des hommes et ne soient pas autorisées à s'informer des affaires du monde? Eh bien, en premier lieu, disent-ils, la femme est là pour servir l'homme et lui donner du plaisir pour mettre au monde ses enfants et les élever. Rien d'autre. Ils en usent ainsi pour prévenir les difficultés, comme jalousie, dissension, effusion de sang, guerre. Ils ont été assez instruits par l'expérience autrefois du temps où les femmes avaient beaucoup de liberté. On peut encore lire à ce sujet beaucoup d'histoires tragiques, combien d'hommes ont été trahis par des femmes, conduits à la déchéance et même à la mort. Les femmes sont fidèles et si pudiques qu'elles rougissent facilement. À la question 9, comment fait-on justice chez eux? Caron décrit les peines encourues. Je vais vous lire un extrait qui est aussi assez explicite. Tous les méfaits, si petits soient-ils, sont punis de mort, et principalement le vol, ne fût-ce que d'un sou. Jouer au dé ou pour de l'argent mérite la mort. Celui qui tue au corps à corps ou par traîtrise doit périr. Au reste, tous les méfaits qui sont punis de mort sont dans notre pays, c'est-à-dire les Pays-Bas, le sont aussi chez eux. Si l'affaire n'est pas criminelle, la mort frappe le seul coupable. S'il y a crime, son père, ses frères, ses fils doivent périr aussi, et tous ses biens sont confisqués. De plus, sa mère, ses sœurs, ses filles sont emmenés comme esclaves et vendus.
Les biens englobés par la confiscation, qu'ils relèvent du domaine de l'empereur ou du seigneur particulier, ne sont d'aucun profit pour ces derniers, et il ne leur en revient pas la moindre parcelle. Mais tout passe aux mains d'administrateurs de biens qui sont commis à cet effet. Ceux-ci les redistribuent quand l'occasion s'en présente pour le plus grand bénéfice de la communauté, en faisant construire des églises, des ponts ou des chemins. Un peu plus loin, on a aussi ce passage. Ils imposent et maintiennent un ordre strict et juste dans tous les domaines. Il n'y a pas longtemps, le seigneur de Firando, qui est une région du Japon proche de Nagasaki, a fait enfermer vivantes 3 demoiselles de la maison de ses femmes dans des caisses dont l'intérieur était hérissé de pointes. L'une parce qu'elle avait eu secrètement commerce avec un gentilhomme, lequel dut sur le champ s'ouvrir le ventre, les 2 autres parce qu'elle savait la chose et ne l'avait pas dénoncée. Un homme qui trouve sa femme avec un autre homme dans une chambre verrouillée, ou dont la porte est simplement poussée, peut les tuer tous les 2, et même s'ils n'ont rien fait de mal. Cela arrive quelquefois, quoique rarement. Si le mari n'est pas chez lui ou voyage dans une autre province, son père, son fils, son frère ou quelqu'un de ses proches, parents, peut aussi le tuer, et même un valet de la maison. Aussi, entend-on rarement parler d'adultère, et je peux assurer que je n'ai jamais entendu dire qu'une épouse légitime, qu'elle était une putain ou une femme de mœurs léger. Hormis, enfin voilà, je vais m'arrêter là parce que du coup, après il va raconter une histoire dont je vais vous épargner clairement l'anecdote parce que en fait, ça parle d'un mari qui décapite sa femme après l'avoir forcée à porter les parties génitales découpées de son amant lors d'un repas devant toute sa famille. Ah, si quelqu'un sa a une belle famille ou absence la pendant famille cette de la chronique- femme ou la famille du monsieur? La famille de la femme et du monsieur. Ah, les deux ensemble, bah super. Si quelqu'un a une absence pendant la chronique et se réveille maintenant, c'est bizarre. Hein. Ok. Ouais, Voilà. je ne vais pas la lire celle-là parce qu'elle Non, pour le non, mais coup, c'est bien là. elle est vraiment gênante. Pense à la monétisation. Plusieurs questions sont ainsi consacrées à la justice, à la punition des crimes. Je trouve ça assez intéressant. D'autres décrivent la religion, comme les questions 11 à 15, 11 à 14 notamment. Je vais prendre les temps de les lire parce qu'elles sont assez courtes et du coup ça apprend pas mal de choses et ça peut reboucler aussi avec tout ce dont on a parlé sur la spiritualité. Donc question 11, quel est le culte des habitants du pays? Cette nation n'est pas particulièrement superstitieuse, ni très pratiquante. Ils ne prient ni le matin, ni le soir, ni avant, ni après le repas, ni entre-temps. On doit considérer comme dévotes les personnes qui vont à l'église une fois par mois. Ils prononcent quelquefois le mot Namanda, alors entre parenthèses, en fait ça fait référence à un personnage saint dans une secte bouddhiste, qui est le nom de l'une de leurs plus grandes idoles. Un curé prêche d'ordinaire 3 fois l'an dans son église. Les gens de sa secte ou de sa croyance se réunissent alors pour l'écouter. Certains, qui ont une autre croyance, auront recours dans les maladies graves ou de longue durée à des curés de montagne. Ceux-là restent aussi près du malade une journée entière à lire ou extravaguer sans qu'on puisse comprendre un mot de ce qu'ils disent. Alors ça, en fait, ça fait référence à un truc qui est très particulier. C'est des sortes d'ermites qui vivent dans les montagnes et qui offrent leurs services à des particuliers en recourant souvent à des divinités locales pour toutes sortes d'actes, dont notamment la guérison des maladies, mais ça peut être aussi apporter la chance ou ce genre de choses. Je reprends. Car tout ce qui concerne l'église ou le culte, comme aussi la médecine et les arts et les autres objets d'étude, est écrit et imprimé dans une langue savante. Cette écriture ne peut être lue si on ne l'a pas apprise. Question 12. Quels sont leurs temples? Il y a au Japon beaucoup d'églises et de très grandes maisons consacrées aux idoles. Il y en a même plus qu'on ne peut l'imaginer. Toutes les églises sont habitées, les grandes par 20 curés et de 2 à 16 pour les autres. Question 13. Quels sont leurs prêtres? Tous ces curés ne font rien d'autre que lire des messes devant les idoles et d'enterrer les morts. Les corps sont la plupart du temps incinérés et les cendres sont enterrées avec des cérémonies particulières. Question 14. Quelles sont leurs sectes? Ils ont 12 sectes différentes, dont 11 d'entre elles, les prêtres ne mangent rien qui eût vie. Ils n'ont pas le droit d'avoir commerce avec des femmes. Lorsqu'un de leurs curés transgresse cette loi, et que cela vint aux oreilles de la justice, on l'enterre à mi-corps au bord du chemin. Tous ceux qui passent par là, et qui ne sont pas gentilshommes, doivent lui faire un trait de scie à la nuque avec un outil de bois. Et il faut bien 3 ou 4 jours pour que le curé finisse par mourir. La 12e secte est la plus noble et la plus estimée. Les prêtres de cette secte se marient. Ils mangent de tout, ce que la terre et la mer offrent de comestibles, de tout ce qui peut leur réjouir le cœur. La croyance de la secte Ikko est la plus superstitieuse de toutes.
Alors, on va faire un petit point sur la secte Ikko. En fait, c'est une secte qui est responsable de plusieurs révoltes violentes, notamment au XVIe siècle. Le daimyo Oda Nobunaga, qui est parvenu à unir le Japon à la fin du XVIe siècle, avec Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu, qui devient shogun en 1603, a tenté en fait de se servir de l'implantation du catholicisme au Japon, notamment comme outil pour contrer la secte Ikko. Je reprends. Le supérieur ou le chef de cette 12e secte est honoré comme un roi. Quand il passe sur le chemin, porté dans son palanquin, il est un objet de vénération pour tous ceux qui se rangent à sa croyance. Il n'y a pas d'église ou de curé plus riche et plus à l'aise que chez eux. Certaines églises perçoivent des redevances et des revenus que leur consente l'empereur ou le seigneur du pays où elles se trouvent, alors que d'autres sont soutenues par les habitants. De même que chacun des tenants du pape a ses confesseurs, tous les Japonais ont aussi leurs églises et leurs curés qu'ils entretiennent et assistent selon leurs ressources. Et voici en quoi consiste leur culte, leurs aumônes, leurs mérites et leurs cérémonies. Chacune de ces 12 sectes se différencie des autres par ses croyances particulières. Les unes croient que l'homme a une âme immortelle, que la chair devient poussière, mais que l'esprit de l'homme, selon que sa vie aura été bonne ou mauvaise, vivra ensuite dans la joie ou la tristesse selon ses mérites. La notion de fin du monde leur est inconnue. Quelques-uns croient que le monde existe depuis l'éternité et existera éternellement. D'autres croient que l'homme n'a pas d'âme et que par conséquent, personne n'a à craindre autre chose que le bourreau. Les meilleurs de ces sectes ou croyances font de leurs églises des tavernes. Toutes les églises, en effet, sont ordinairement construites sur des hauteurs, dans les endroits les plus plaisants et entourés de beaux arbres. Ils vont là pour s'amuser, ils prennent les églises pour des maisons de plaisir, et en présence de leurs idoles, en compagnie de leurs curés, qui sont aussi de francs buveurs, ils font tout ce que les hommes ont coutume de faire dans une société d'ivrognes. On y amène des filles publiques pour les faire danser, et on s'y adonne aussi secrètement à la paillardise. Le curé consentant voit tout cela d'un œil bienveillant. Je n'ai jamais eu connaissance que des Japonais aient disputé de leurs croyances, argumenté à ce sujet, ou se soient appliqués à convaincre un proche, un ami, un parent, de changer de croyance pour en adopter une autre. Chacun garde la sienne. Une personne qui a besoin d'argent changera volontiers de croyance pour une certaine somme. Les curés, aussi bien que certains gentilshommes ou de hauts personnages, sont contaminés par la sodomie, qui chez eux n'est ni un péché, ni une honte. Et en effet, François Caron fait souvent référence à ça, par rapport à certains personnages. C'est vrai que le fait d'avoir des relations sexuelles entre hommes, c'est quelque chose qui est, dans la haute société japonaise, pas mal vu, contrairement à ce qu'on pourrait avoir en Europe. Et Caron le retransmet bien dans ses écrits, parce qu'en fait, il émet non plus aucun jugement à ce sujet. Alors il y a d'autres questions qui sont dédiées à la vie courante, à la société, comme les questions 17 à 20, qui sont très intéressantes parce que, en tant qu'époux d'une japonaise et père d'un père de famille métisse, en fait, il y a des choses que François Caron a probablement connues et de très près. Je vais vous faire une petite citation par rapport aux questions sur la vie quotidienne. À la question 17, comment reçoivent-ils leurs visiteurs ? Quand vous venez les visiter, que vous soyez gentilhomme ou roturier, vous êtes aimablement prié d'entrer et de vous asseoir, et on vous présente du tabac et du thé. Si vous êtes un ami particulièrement cher, que le maître de la maison veut régaler avec du vin, celui-ci vous fait présenter aussitôt une petite coupe laquée posée sur un pied, et dans ce cas, vous ne devez pas partir sans avoir goûté le vin. Pour traiter leur hôte de façon tout à fait satisfaisante et amicale, ils aiment bien chanter, jouer de la flûte ou d'instruments à cordes, jusqu'à ce que les convives aient le ventre plein. Mais aussi, quand ils ont le ventre plein, ils ont ce don particulier. Ils ne se battent pas, ne criaillent pas, ne querellent pas. Ceux qui n'en peuvent plus se couchent jusqu'à ce que la fumée du vin soit dissipée. Il y a dans tout le Japon ni auberge, ni taverne. On ne connaît pas ce genre d'établissement. Alors là, les historiens qui ont annoté le livre témoignent en fait de leur scepticisme sur ce point parce que c'est complètement faux. En fait, il y avait énormément de tavernes et d'auberges au Japon et c'est impossible que François Caron l'ignore. En fait, la raison pour laquelle il a écrit cette phrase, elle est inconnue. Je reprends, ils mangent, boivent, s'amusent entre eux et festoient souvent. Mais tout se fait chez eux. Le voyageur trouve à se loger convenablement, mais il n'y a ni cabaret, ni taverne. C'est assez étrange de le répéter. Question 18. Quelle forme de mariage ont-ils ? Hommes et femmes ne se fréquentent pas. Tous les mariages sont arrangés et conclus par les pères et les mères, du côté de l'homme et du côté de la femme, ou, à défaut, par les parents les plus proches.
L'homme n'a qu'une épouse, mais si elle lui déplaît, il peut la laisser partir en se séparant d'elle dans des formes convenables et honnêtes. L'homme peut impunément aller chez une prostituée ou une femme légère, et il peut, outre sa femme, avoir encore des concubines. Mais on a vu plus haut que la femme est passible de mort pour le moindre écart, comme d'avoir parlé avec un homme en secret. Ce que j'ai dit tantôt concerne les bourgeois, les marchands et les simples soldats, mais ne s'applique pas aux gentilshommes et aux seigneurs. Car s'il arrive chez eux qu'une femme déplaise à son mari, celui-ci ne peut se séparer d'elle. Par déférence envers ses beaux-parents, son noble, et aussi par respect de soi. Mais il doit continuer à subvenir à tous ses besoins. Il peut cependant aller chez ses concubines et avoir une favorite à la maison. Il a envie de visiter sa propre épouse, il le fait quelquefois, car les femmes se trouvent à ce point impuissantes qu'elles restent liées. Mais les hommes sont libres. L'homme peut quitter la femme s'il n'a plus envie d'elle, et la laisser de côté. Mais chaque femme s'applique à deviner les humeurs de l'homme, ce qui peut le plus lui plaire, et quels sont les moyens de s'attacher son cœur. Elle apprend à ne pas lui faire mauvaise figure s'il est dans son tort, et se conduit mal jusqu'à ce que, vaincu par les attentions que lui donne à sa femme, il soit obligé de coucher avec elle. Bordel, public et prostituées, elles sont pour ainsi dire les esclaves des patrons dont elles dépendent, sont tolérées pour le soulagement de l'homme du commun, pour éviter à des enfants et à des femmes mariées d'être victimes d'actes inconvenants. Je trouve cette phrase glaçante. Je sais pas vous, mais cette dernière phrase, elle fait froid dans le dos quand même. Et oui, les sociétés C'est chaud. totalement inégalitaires d'Ancien Régime, j'ai envie de dire, c'est malheureusement, vous êtes des objets. C'est exactement ça. Question 19, sur l'éducation de leurs enfants. Ils élèvent leurs enfants avec soin et beaucoup de douceur. Ils ne les frappent que rarement, voire jamais. Quand les enfants sont grognons, crient et hurlent pendant toute une nuit, ils essaient de les calmer patiemment et doucement. Ils n'ont pas le cœur de les frapper ou de leur parler avec rudesse, car ils estiment que leur entendement ne s'entend pas encore aussi loin et qu'il leur viendra avec les années, en même temps que les bonnes manières, ce qui ne s'obtient que par la douceur et les bons exemples. C'est miracle de voir combien sages et modestes sont de jeunes enfants, de 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans. Ils savent se tenir, parler et écouter comme des adultes, ce que j'ai rarement vu dans mon pays natal. Alors ça, c'est assez drôle, je trouve, parce que, en fait, près de 390 ans plus tard après ce texte, en fait, on entend encore des Occidentaux dire ça. Comparer l'éducation au Japon et en Europe, ou en Occident de manière plus générale. Ils ne les envoient pas à l'école avant qu'ils n'aient 7, 8, 9 ans, et soient assez robustes de constitution pour le supporter. La raison qu'ils en donnent est qu'au-dessous de cet âge, ils ne peuvent pas apprendre beaucoup, et que l'école alors ne serait plus un lieu d'apprentissage, mais un lieu de récréation. Au lieu d'apprendre, ils y deviendraient des sauvages, violents, les uns envers les autres. Lorsque le temps d'aller à l'école est venu, ils les font commencer peu à peu sans les forcer. Les enfants doivent apprendre à écrire avec plaisir et non par contrainte. Ils ne cessent de leur inculquer l'esprit d'émulation et de les échauffer pour l'honneur les uns contre les autres. Ils les nourrissent d'exemples montrant que tel ou tel, ayant beaucoup appris en peu de temps, a ainsi accru son honneur en même temps que celui de sa famille. Les enfants sont si pénétrés de cela que, de cette manière, ils apprennent davantage et plus vite qu'ils ne le feraient sous la violence des coups. Car c'est une nation à la nuque raide qui ne peut être contrainte par les coups. Aussi, beaucoup de maîtres qui avaient battu leur valet injustement ont été tués par eux. Donc il y a une question après sur notamment la succession, où on apprend que au final, grosso modo, les filles n'héritent absolument de rien et que c'est le fils aîné qui hérite de tous les biens en ce qui concerne le peuple, les roturiers. Oh là là, quelle surprise. Quelle surprise, voilà. Et les dernières questions sont consacrées au commerce, aux productions, à la diplomatie, avec notamment quelques anecdotes, un peu trop longues à lire, sur la contrebande, qui finissent évidemment en décapitation et exécution publique. On a la question 18 qui sort un peu du lot, qui est intitulée « Les quadrupèdes et les oiseaux », qui est consacrée aux animaux. Alors, elle est assez courte, je vais la lire, comme ça va faire un lien avec ce qu'a dit Clément un peu plus tôt. Donc, les quadrupèdes et les oiseaux. Comme je l'ai déjà dit, il y a d'abord les chevaux, en très grand nombre, et puis des vaches et des taureaux, car ils ne châtrent pas les animaux, une surabondance de cerfs et de sangliers, mais aussi des cochons domestiques, ou encore des ours, des chiens, des chats et autres bêtes semblables. Il y a aussi des oiseaux, des cygnes, des oies, des canards, des hérons, des grues, des faucons, des faisans, des pigeons, des bécasses, des cailles, des poules, et toutes les sortes de petits oiseaux qui se peuvent imaginer.
On a la question 29 qui sort également un peu du lot parce qu'elle parle des sources chaudes et je trouve que ça vaut pas mal le coup d'avoir le témoignage d'un Européen qui découvre les sources chaudes japonaises. Donc, question 19, leurs eaux médicinales. Ils ont différentes sortes d'eau chaude avec laquelle beaucoup de malades sont soignés. Elles contiennent du cuivre, du salpêtre, du soufre, du fer, de l'étain. Ces eaux sont douces ou salées. J'en ai vu quelques-unes et notamment une qui était d'étain. Elle sortait d'une grotte située contre une haute montagne. Et l'ouverture de cette grotte était d'à peu près 10 pieds de circonférence. À cause de sa profondeur, il faisait très sombre au-dedans. Mais par devant, aussi loin que l'on put voir, cette ouverture ou cette bouche était munie en haut et en bas et tout autour de pierres pointues en forme de défense d'éléphant, courtes ou épaisses. Alors à votre avis, il parle de quoi là? Alors là, C'est pas évident. non, en Heureusement. effet. En fait, il parle de là des stalactites et des stalagmites, des pierres en forme de défense d'éléphant qui se trouvent autour de la grotte. Parce qu'en fait, ils ont retrouvé à quelle grotte ça correspondait. Donc, si Jules était là, il aurait parlé de spéléothème, bien sûr. C'était tout à fait étrange à voir. On aurait dit la gueule d'un requin ou la bouche de l'enfer telle qu'elle est habituellement représentée. De cette cavité s'écoule continuellement jour et nuit, et en tout temps, une grande quantité d'eau. Elle n'est pas si chaude qu'un homme assis dedans ne puisse le supporter. J'en ai vu une autre, qui est aussi au pied d'une chaîne de montagne, en terrain plat, proche de la mer. L'eau n'en sortait que par intermittence, d'ordinaire 2 fois par 24 heures, et chaque fois pendant 1 heure. Mais par fort vent d'est, l'eau sort 3, voire 4 fois par 24 heures. Elle sort chaude d'un puits rocheux, couvert de très grandes et lourdes pierres. Quand le moment approche, l'eau arrive avec un vent si fort et pousse du fond de la terre en si grande quantité que les grandes pierres couchées sur le puits sont ébranlées. Elles s'agitent, elles tremblent, elles hurlent avec violence. Elles sautent en l'air à 3 ou 4 brasses de hauteur. On dirait le tir d'un énorme canon. Cette eau est chaude à un degré auquel aucun feu ne peut porter l'eau d'ordinaire. Elle brûle tout ce qu'elle tombe, que ce soit lin ou laine. Elle conserve sa chaleur 3 fois plus longtemps que d'autres eaux avant de se refroidir elle-même. Pour éviter les accidents, l'endroit est entouré d'un mur de pierre. Du pied de ce mur partent des conduites qui, par des dérivations, portent cette eau jusque dans les habitations. Elles servent à soigner beaucoup de gens, comme je l'ai dit. En fait, là, Caron, il parle d'un endroit qui s'appelle, encore actuellement, les Enfers de Beppu, qui est un endroit qu'il a probablement visité, vu les nombreux détails qu'il en donne. En fait, il s'agit d'une zone avec beaucoup de sources chaudes et de geysers. Et en fait, ce qui fait mention comme le tir d'un énorme canon avec des énormes quantités d'eau qui jaillissent du sol, en fait, il est en train de parler des geysers de cette zone. Ça a l'air joli comme endroit. Oui, ça a l'air d'être très joli. Et enfin, l'avant-dernière question est consacrée à la description d'une audience auprès du shogun et des conseillers, et notamment en fait avec plein d'indications pour bien se tenir. La toute dernière question, elle parle de l'imprimerie et de l'écrit et de l'érudition en général, avec notamment un comparatif avec les Pays-Bas. Je trouve que c'est une question qui est très très intéressante aussi. On va peut-être la laisser de côté, je vous la laisserai la découvrir si ça vous intéresse. Et du coup, je vais m'arrêter là pour ma chronique du jour. Alors c'était compliqué à faire des choix, parce que en fait, vous avez vu qu'il y a plein de témoignages qui sont super intéressants. Oui. Du coup, si vous voulez en savoir plus et entrer dans les détails que j'ai dû occulter, notamment certaines notes de contexte et surtout en fait, la moitié du livre, les 2 dernières parties qui consistent en le registre journalier de la factorerie de Hirado et la lettre pour Colbert qui détaille notamment la stratégie pour que la France se dote d'un comptoir au Japon, qui était le projet de François Caron et qui a été avorté par sa mort. Bon, du coup, voilà, je vous recommande vraiment la lecture de cet ouvrage complètement, pour vous plonger en fait au cœur du Japon du XVIIe siècle, tel que l'a vécu un Européen. Et là, en plus, c'est François Caron, dont la vie est assez intéressante. Donc voilà merci. pour moi, pour aujourd'hui. Merci beaucoup Nico du coup pour cette reco finalement littérature d'une certaine manière. Oui, Donc je suis jamais trop à l'aise avec les... ouais, on sent que t'es dans un genre différent du coup, un registre différent. Ouais, j'ai du mal à trouver mes marques. Mais j'ai essayé un truc. Mais c'est tout à ton honneur de t'essayer à d'autres styles de chroniques. Et c'est très intéressant, c'est vrai que ça donne envie de lire. Sache d'ailleurs que j'ai offert à mon père les chroniques de Charles Fleury dont tu parlais la dernière fois. Oh, les relations d'un voyage infortuné fait aux Indes occidentales. Yes, trop bien. Exactement. Donc je sais pas s'il l'a lu pour le moment. Je te poserai la question, mais en tout cas j'ai pas pu résister. Je lui ai offert. Et j'avais feuilleté moi-même quelques pages quand je l'ai eu entre les mains et ça a l'air vachement intéressant quand même. Donc tes recommandations lecture sont toujours assez incroyables. Et s'il y a bien quelqu'un qui est incroyable et qui s'est joint parmi nous sans même qu'on s'en rende compte, c'est bien évidemment Raphaël qui est mute pour le moment. Raphaël, est-ce que tu souhaites dire bonjour?
Et oui, Mais oui, il est là. Une ombre, je vais et je rôde. C'est ça, il est là, il est dans c'est le garage, c'est Batman. incroyable, c'est Yes. Batman. Batman est parmi Oui. nous. Bonjour. Bonsoir Raphaël, bonsoir. Tu Bonsoir. accèdes sur Bonsoir, tu arrives bonsoir. sur la moitié, je pense, de la chronique de Nicolas et sur le dernier tiers finalement de cet épisode spécial. Si jamais à un moment donné tu veux rajouter quelque chose, surtout n'hésite pas. Mais c'est pour le moment venu l'heure d'évoquer une autre période de l'histoire du Japon. Et pour cela, j'avais laissé la parole à Franck. C'est parti. Je voudrais juste évoquer en fait une période pas forcément très connue chez nous et qui est pourtant très très importante pour comprendre le Japon moderne, qu'on appelle l'ère Meiji. Vous avez peut-être entendu parler. Bien sûr, c'est notamment évoqué dans un célèbre film, je crois. Vas-y Raphaël, je te laisse en parler. Oui, le plus grand film de tous les temps, à savoir le. Rien que ça. Ça, Alors, toujours. J'adore ce film. Le dernier samouraï, effectivement. Donc d'ailleurs, on évoquera peut-être un tout petit peu plus loin, puisqu'il y a des éléments historiques sur lesquels alors le film n'est pas officiellement basé, mais on sent très très fort l'inspiration quand même. La révolte de Satsuma. Oui, et puis surtout les expéditions, notamment l'expédition militaire française au Japon 16, ouais. Tout à fait. durant Le bonnet. la guerre du Boshin. Mais bref, Ça n'est pour le moment, ça n'est pas le moment, nous en parlerons oui, tout à l'heure. on va faire. Pour faire très simple, lorsque les Européens reviennent au Japon après qu'il se soit renfermé sur lui-même, après donc la période dont ça parlait Nico, donc période du shogunat Tokugawa durant lequel le Japon se referme, eh bien le Japon va voir débarquer de nouveau les Européens sur ses côtes au 19e siècle. Et cette fois-ci, la grande différence, c'est que l'écart technologique s'est accru, qu'il y a de nouveaux joueurs, entre guillemets, sur la partie d'échecs mondiale des grandes puissances, et que le Japon se retrouve en plein milieu de tout ça, et il va devoir réagir vite ou être vaincu par les puissances occidentales. Et cette période va voir l'émergence donc de ce Japon moderne, et c'est l'un des très rares États qui a accompli une véritable révolution autant culturelle que technologique en un laps de temps très court, puisqu'en l'espace d'à peu près 50 ans, voire même moins que ça, en fonction de la manière dont on lit la chose, le Japon va passer d'un régime féodal comparable, pour vous donner, chers auditeurs occidentaux, comparable à la France de la Renaissance et de la fin du Moyen-Âge, à un État moderne du début du XXe siècle. Et tout ça en moins de 50 ans. Donc autant vous dire que niveau bouleversement dans la société japonaise, ça se pose là. D'ailleurs, on va pas rentrer dans tous les détails de cette transformation parce que il faudrait parler d'une demi-douzaine de guerres civiles, en tout cas de conflits civils, plus tout un tas d'interventions. Pour le faire, c'est simplement, les Japonais vont subir un certain nombre de crises au milieu du 19e siècle, de crises économiques, de crises sociales, et vont voir débarquer notamment les Américains, qui vont les forcer littéralement à la pointe du canon à ouvrir leur marché intérieur au commerce avec les États-Unis. Et ceci va déclencher la fin du shogunat Tokugawa, qui contrôlait le Japon depuis plusieurs siècles. La chute du shogunat va laisser la porte ouverte, entre guillemets, aux empereurs du Japon. Donc, comme le disait Nico, les empereurs en tant qu'empereurs divins, c'est-à-dire la figure centrale du Japon, vont leur laisser la place de reprendre du pouvoir. Et ceux-ci vont faire le choix, l'empereur Meiji va faire le choix de s'ouvrir vers l'Occident, d'ouvrir son pays vers l'Occident et de le moderniser à marche forcée. Alors bien sûr, donc ça ne se fait pas de manière simple, et lors de première phase de transition, les quelques partisans du shogunat vont d'ailleurs entamer une guerre civile contre les partisans de l'empereur et de l'ouverture à l'Occident. Et c'est durant ce conflit, donc ce qu'on évoquait juste avant, que la France va faire le choix de soutenir le shogunat, alors que les Britanniques, par exemple, vont faire le choix de soutenir l'Empire du Japon. Ils font toujours ça pour nous embêter, eux. Ouais, en l'occurrence, il y a beaucoup de, comme vous vous en doutez, très chers auditeurs, il y a beaucoup de jeux en plus derrière les différentes puissances européennes et américaines qui viennent se mettre dans la partie pour essayer d'en tirer profit. En l'occurrence, la France dirige notamment en arrière-plan la modernisation des armées du shogunat, et elle espère bien à la fois pouvoir avoir un allié dans la région, mais aussi et surtout avoir un débouché commercial pour son industrie d'armement.
D'ailleurs, les Français vont rester assez longtemps avec les troupes du shogunat, même après leur principale défaite, même après que le dernier shogun Tokugawa se soit rendu, et que les troupes de samouraïs encore fidèles à la cause se soient repliées jusque sur l'île d'Hokkaido, située tout au nord de l'archipel du Japon. Les Français ne partiront que après le débarquement de troupes impériales sur place et la défaite entre guillemets consommée de ces partisans de l'ancien régime. Cependant, bien loin de faire mettre un terme aux différentes problématiques que le Japon doit affronter, en fait, la défaite du shogunat durant la guerre de Boshin, ou Boshin, alors là par contre, les prononciations, au revoir, la défaite donc du shogunat n'a fait qu'ouvrir la porte à cette occidentalisation du Japon. Et pendant de longues décennies, il va y avoir plusieurs crises, des crises politiques, puisque le Japon doit se choisir un modèle pour pouvoir construire son État, son administration, mais aussi ses institutions, et que chez les Japonais vont se faire valoir deux modèles en opposition, un modèle plus autoritaire, notamment favorisé par l'oligarchie japonaise, menée par les grandes familles de daimyo, c'est-à-dire de seigneurs du sud du pays, qui ont mené la révolte contre le shogunat. Un modèle donc autoritaire basé sur le modèle prussien, le modèle allemand, et de l'autre côté, un modèle plus libéral basé plutôt sur le modèle britannique. Ces deux oppositions entre libéraux d'un côté, conservateurs de l'autre, vont se poursuivre durant la deuxième moitié du XIXe siècle et vont in fine aboutir à la création d'un régime mixte. C'est-à-dire qu'il y aura deux chambres au Japon, une chambre élue et une chambre de pairs, un peu à la mode des chambres hautes des parlements, notamment du Parlement britannique, de la Chambre des Lords. Ce système va permettre au Japon d'être la première démocratie en Asie. Alors démocratie, attention, très loin d'être complète à ces périodes-là. D'ailleurs, quels que soient les pays, on parle pas de démocratie complète. Le Japon n'a pas de suffrage universel. Au début, il a simplement un suffrage censitaire. Il y a moins d'un demi-million de personnes qui peuvent voter. Donc on n'est pas du tout sur la démocratie qu'on connaît aujourd'hui. Accessoirement, les oligarques dont je parlais juste avant, les grands seigneurs du pays, vont être les premiers à profiter de l'occidentalisation, puisque, étant les grands possesseurs terriens, ce sont eux qui vont principalement pousser l'industrialisation, construire des usines, construire des voies de chemin de fer, et donc évidemment profiter des bénéfices associés. Ils vont d'ailleurs bien s'investir dans les partis politiques, et pendant quasiment 20 ans, c'est un parti conservateur, entre conservateur et libéralisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il mixte certains éléments de l'oligarchie et certaines idées libérales, notamment au niveau économique, et ce régime-là va tenir pendant très longtemps. Malheureusement, dans toute cette effervescence, alors s'il y a des éléments plutôt positifs, notamment sur la liberté de la presse, il y a un élément qui va être à la cause de la chute progressive de la démocratie au Japon et de l'émergence d'un régime autoritaire, militaire et ensuite fasciste. C'est une clause qui est inscrite à la toute fin du XIXe siècle dans les institutions japonaises qui laisse le rôle du ministre des armées et du ministre de la marine à des militaires en exercice. Or, vous sentez peut-être venir la tuile. Les militaires sont principalement issus, notamment dans les très hauts rangs de l'armée, des mêmes familles d'oligarques, des mêmes familles de grands seigneurs que les politiques, notamment les plus conservateurs. Donc déjà, forcément, ça va leur donner un impact politique assez important, mais surtout, le gouvernement ne pouvant pas fonctionner sans ministre des armées, si l'armée refuse de fournir un ministre, le gouvernement ne peut pas fonctionner. Donc de facto, ça donne un droit de veto à l'armée japonaise sur la composition du gouvernement. Et si, dans les premières décennies, à la fin du 19e siècle, mais surtout dans les 20 premières années du 20e siècle, l'armée n'a pas encore conscience de ce poids politique dont elle dispose, ce qui fait d'ailleurs que certaines ambitions diplomatiques et géopolitiques, comme la conquête de la Corée, vont prendre un certain temps à la fin du 19e siècle, alors que conquête de la Corée dans l'histoire de la diplomatie et des conquêtes japonaises, c'est sans doute l'objectif numéro 1 de tout temps, quelle que soit la période, pour les différents gouvernements japonais. Au début de cette ère Meiji, ça va prendre un peu du temps à se mettre en place, notamment parce qu'on a toujours un pouvoir civil qui prime face à un pouvoir militaire.
Malheureusement, celui-ci, si vous écoutez notamment, je pense, on en a déjà parlé sur l'épisode de la guerre contre la Chine, celui-ci va malheureusement prendre le pas et détricoter petit à petit ce qui avait créé l'exception japonaise. Exception donc qui a quand même réussi à faire passer, on l'a dit, le Japon d'un régime féodal dans laquelle on a des castes, notamment caste de samouraï on aurait pu en reparler, on pourra peut-être en reparler dans un autre épisode, très comparable d'ailleurs à la caste, ou en tout cas au rôle social des chevaliers en France. On va passer donc de cette société-là à une société de barons d'industrie, de chemin de fer, et pendant un court laps de temps, du coup, entre les années 1870 et 1900, on va avoir deux mondes, du coup, complètement différents, qui vont cohabiter ensemble, et on va avoir cette transformation à la fois très rapide, mais suffisamment lente, et ce qui fait que si vous regardez les photos d'époque du Japon, les photos de cette période-là, vous vous retrouvez avec des individus qui portent un costume 3 pièces avec un chapeau melon, et un katana à la ceinture, où vous avez des individus en kimono traditionnel, avec une serviette d'industriel et un colt à la ceinture. C'est une image qui je trouve est très steampunk. Dans l'idée, on a vraiment j'ai vraiment cette image d'un Japon très steampunk qui est assez chouette, et d'ailleurs qui pour les plus rôlistes d'entre vous sont un excellent contexte pour poser du steampunk pour vos parties de jeux de rôle. Ah ouais, j'avoue. Déjà parce qu'il y a énormément de retournements de situation en tout genre. Comme je l'ai dit, il y a des guerres civiles, il y a des assassinats, il y a des factions politiques, l'émergence de tout un tas de au Japon, y compris le communisme. On le sait assez peu parce qu'on imagine très rarement les Japonais adeptes de l'idéologie communiste au vu de la centralité du libéralisme dans leur économie et dans leur vie politique. Et pourtant, très très fort mouvement anarchiste et communiste au Japon, qui sera bien sûr réprimé par les autorités, qui va commettre aussi tout un tas d'attentats, dans ce qu'on appelle l'action directe. Il va y avoir l'émergence des syndicats aussi. Donc il y a vraiment toute une période comme ça que je vous invite à aller explorer, chers auditeurs, parce qu'elle permet comme ça de créer dans votre tête, pour vos parties de jeux de rôle, ou tout simplement pour vous émerveiller, des images où vont se croiser dans la baie devant Tokyo de petites jonques de bois et de toile, et des croiseurs de combat cuirassés qu'on verrait dans des Ghibli, normalement. Voilà, donc petit résumé pour vous donner envie d'aller explorer l'ère Meiji du Japon. C'est vrai que ça fait des visuels qui sont assez impressionnants et c'est très chouette. De toute façon, les périodes de transition, je trouve ça toujours hyper intéressant parce que tu as toujours deux mondes qui sont mélangés l'un dans l'autre. Et Ouais, pour ça, l'ère Meiji, c'est elle est vraiment, vraiment super. Ouais. Un pays entre tradition et modernité, quoi. Non, Finalement. mais oui. Quelqu'un le fasse. En effet, Bravo. je me suis sacrifié pour vous. Ah, là, là. Mais au moins, ouais, c'est clair. On peut pas Voilà. faire un spécial Japon sur le contenu. Merci de t'être sacrifié, Clément. Il fallait. Non, mais ouais. C'est vrai que les périodes de transition sont souvent très chouettes parce que ça permet évidemment la rencontre de quelque chose de nouveau dans des sociétés. Ça a toujours un intérêt, je trouve, plus important pour notamment nous en JDR pour faire découvrir des choses aux gens. Mais celle-là est vraiment l'ère Meiji, elle dispose quand même d'une aura un peu particulière, je trouve, parce qu'on n'est pas sur des changements juste politiques ou des changements juste technologiques. On est vraiment sur un bouleversement total de la société qui est retourné de A à Z, où les castes sociales qui, aux périodes antérieures, étaient extrêmement fortes, dans lesquelles voilà, un paysan n'avait pas le droit, ne serait-ce que de regarder un seigneur dans les yeux, sous peine d'être exécuté sommairement, va passer à une société où, alors, loin d'être égalitaire, c'est l'une des questions qui tourmente toujours le Japon aujourd'hui, notamment pour ces questions entre hommes et femmes, les questions d'égalité entre hommes et femmes. Mais malgré tout, qui va se libéraliser à vitesse grand V. Oui. Donc je trouve que l'ère Meiji, c'est vraiment l'épitome de cette espèce de choc des civilisations entre ceux qui se déplacent, entre le samouraï qui se déplace à cheval et l'industriel qui prend le train, quoi.
Dans le train, ouais, c'est ça. Ce qui veut dire que voilà, vous voulez faire de la scène, des scènes mémorables, majeures dans votre partie ou dans votre scénario, parce que ça marche aussi pour les auteurs. Vous pouvez littéralement avoir, c'est historique, des samouraïs à cheval en train de galoper derrière un train, comme dans un western. Dans un western. Vous pouvez avoir tout ça, que ça soit cohérent. Vous pouvez mettre des ninjas au milieu si ça vous fait plaisir, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Et à boire et à manger, quoi. Ouais, c'est très riche. Bah, ouais, c'est carrément très riche. Merci du coup, Franck, pour cette très, plongée très- au cœur de l'ère Meiji et pour toutes ces idées de scénarios qui popent dans l'esprit de nos chroniqueurs et de nos auditeurs. De toute façon, l'histoire regorge de choses intéressantes pour cela. Et je pense qu'il est temps pour nous enfin, si cela vous convient, de mettre fin à notre enregistrement. Au début, je voulais donner la parole à Raphaël pour qu'il donne peut-être la conclusion, mais il est déjà reparti, donc ça aura été vraiment très éphémère comme arrivée. Mais où que tu sois, Raphaël. Le Raphaël est un Pokémon légendaire. Oui, c'est très ça, dur c'est- à attraper. C'est un yokai. C'est un c'est yokai exactement très ça, un compliqué yokai. à récupérer. Mais on te salue où que tu sois, Raph. Quand tu reviendras, nous ne serons probablement plus dans le Discord. Quoi qu'il arrive, merci du coup à vous tous qui êtes intervenus ce soir auprès de ce 5e épisode des spéciales Japon qu'on vous offre chaque année. Peut-être y aura-t-il une 6e édition si vous avez des idées, si ça brainstorm un petit peu au cours de l'année qui va suivre. Dans tous les cas, on ne peut pas lire dans le futur, donc on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on vous souhaite bien je veux dire, déjà une très bonne année 2025, mais surtout on vous souhaite plein de bonnes choses et on vous souhaite de partager cet épisode si vous l'avez aimé et de mettre un pouce bleu, de liker, etc. Bref, c'est trop long, je digresse, j'ai mal à la tête et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toi, merci à tout Allez, le monde. ciao. Ciao tout le monde, des bisous. Ce qu'on peut faire, si ça vous va, je vous propose ça comme ordre. Je vous propose la nature, donc les ours, la spiritualité, puis ensuite le pendant plutôt historique avec Nico, puis ensuite Franck. Est-ce que ça vous convient? Yes. J'allais te dire la même chose. Eh bah, C'est parfait, parce qu'en plus, je vais parler aussi de spiritualité dans. ça fera une Alors, excellente une transition. Figure-toi que moi je vais parler d'ours, de spiritualité et de l'ère Meiji aussi. Donc ça, Non. Oh, Non, c'est mais une conclusion en fait, de- on parle tous de la même chose. On va Non, c'est répéter juste 4 des- fois le même sujet. Alors, Mais le de manière saviez-vous différente. C'est une expérience sur nous-mêmes, en fait, finalement. C'est ça. Bon, j'ai l'air d'un con avec ma bouillotte sur la tête. Allez. Bah, si vous êtes prêts, on s'y jette. Hein. Parti. Ah bah écoute. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Un peu plus loin, on peut lire. Non, pardon. Non, on va s'arrêter là pour cette citation. Excusez-moi. Pas de soucis, t'inquiète. Ça va disparaître en montage, hein, tu le sais. Merci. De toute façon. Ça sera dans des archives, par contre. Hein. Oui, oui, bien ça- sûr. Dans les scènes coupées. Dans le Lisez les dossier. Écoutez les scènes coupées. Pour l'épisode du 1er avril. Maintenant, ça devient un défi il faut faire un épisode 1er avril avec toutes les scènes coupées. Oh non, putain. Mais non, ça va demander un boulot monstre, de toute façon, c'est impossible. Ah ouais, c'est clair.